Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je n'y vais que si vous êtes prêts. Si, je suis là, ça y est, je viens d'arriver. Vous êtes prêts ou pas? Ça va, merci, merci. Et vous? Ouais, oui, 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 oui. L'heure en moins. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Ah, ok. C'est ton anniversaire aujourd'hui, Damso? Bon anniversaire, Damso. C'est parce qu'on paye pas que t'arrives en retard? Excellente question de Mister Juan. 3, 2, 1, on y va. Bonjour à tous et désolé pour le retard. Annoncé 9h30 sur Twitter, il est pile 9h49. Ouais, c'est pas terrible. Mais j'ai deux excuses. Ouais, comme d'habitude, j'ai des excuses. Voilà. J'avais oublié mon message d'anniversaire sur Twitter. Vous savez que ça fait plusieurs mois, bien avant de lancer ma chaîne sur Twitch d'ailleurs, que j'ai fait ce pari un peu, comment dire, insensé, de tous les matins poster bon anniversaire à ton fils de 5 ans, Blinks. 971. C'est pas le prénom de l'enfant, hein, c'est le pseudo. Bon anniversaire à lui. J'espère qu'il est avec nous ce matin. Donc, plusieurs mois que je fête tous les matins les anniversaires de qui veut sur Twitter avec un petit message, un bon anniversaire, un petit peu de musique, un peu de météo, un peu de tout ça. Et j'avais oublié. Voilà, donc j'ai pris un petit peu de retard. J'ai acheté un journal hier, me dit Caterpillar Art. Bravo, cool. J'espère que tu as acheté Libération. Il y a un très bon article. Donc voilà, et je me suis rendu compte tout à l'heure que, première excuse, donc bidon du matin, que j'avais oublié mon message. Donc j'ai pris un petit quart d'heure pour le faire. Et puis, deuxième excuse, mais celle-ci atomique, 50 ans de ton papa, Antoine Puisse. Bon anniversaire à ton papa. Mister Gravelax, pas d'excuse, carnet de liaison dans le bureau du proviseur. Alors, ok, c'est cool. Deuxième excuse atomique, et là je suis imparable là-dessus. Dans l'ancienne heure, il est 8h50. Et en fait, j'ai 40 minutes d'avance. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? Bon anniversaire. Jules Mazet, bon anniversaire. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? J'ai combien? J'ai 40 minutes d'avance. J'ai 40 minutes d'avance. Bon, pour ceux qui sont un peu comme moi décalés par tout ça, il est 9h51, nouvelle heure, voilà, et on est là. Voilà. Oui, voilà, je croyais que mon téléphone n'avait pas changé d'heure, me dit Starsky. 60-21, bah oui, c'est ça. On a tous ce réveil où on se dit bon, sur mon téléphone, c'est la nouvelle heure ou c'est l'ancienne heure? Sur le four, sur le micro-ondes, c'est le. Voilà, voilà. Mais on va se caler. On va se caler. Super dossier sur les Lego ce matin. Dans Aujourd'hui, me dit CTF, CLE. Oui, mais si vous lisez les journaux avant moi, je sers à quoi? Oui, il y a un dossier sur les Lego. Je ne sais pas si je vous le lirai, mais il y a un dossier sur les Lego. Bon, bonjour à tous, toutes mes excuses pour ce retard. Et quant à la question vachement intéressante qui m'était. Tiens, Rochety, Steph nous demande, est-ce que c'est le dernier changement d'heure? Ah, bonne question. J'ai un article là-dessus, dans le journal du dimanche, je crois. Non, dans la presse régionale, on verra ça ensemble. Quelqu'un qui me disait, est-ce que tu te permets d'être en retard parce qu'on ne te paye pas, hein, puisque mes subs sont fermés, qu'on ne peut pas s'abonner à ma chaîne? Je sais pas, j'ai une vie un peu trop remplie. Voilà. Si un jour, j'ouvre les subs, les abonnements, on verra si je fais un petit effort au niveau horaire. Bon, les amis, je parlais de ce message sur Twitter que je viens d'enregistrer. Bah, vous savez quoi? Je vais vous le player. Ça se dit ça, le player. Je vais vous le jouer vite fait. Parce que en fait, il y a un clin d'œil à vous, puisque je suis en train d'enregistrer ce message sur Twitter alors que je devrais être avec vous. Donc, voilà, je parle de vous dès le début. Alors, normalement, je vous envoie ça. Hop, bougez pas. Voilà, regardez, là vous avez... Oh, c'est magnifique, mon compte Twitter, avec le visage bien déformé, puisque ma fenêtre est un peu n'importe comment, c'est pas très grave. Et je vais vous lire les premières secondes de ce message, parce que je parle de vous. C'est parti? 3, 4. Bonjour à tous, dimanche 28 mars 2021, 9h41, au moment où j'enregistre ce message, alors que je devrais être depuis 9h30 en direct sur Twitch pour la matinée. Tiens, je suis désolé, je me dépêche. D'ailleurs, hop, j'envoie un petit message dans le chat. Je suis en retard. C'est pour vous, ça arrive. J'ai honte. C'est dimanche, c'est dur. Ouais, je me soucie de vous, hein, tout ça. Vous êtes au courant pour le changement d'heure, hein? Il est 9h41 là, en direct. Je suis en retard, j'arrive. Voilà. Parce que j'avais oublié d'être là, d'enregistrer mon petit message sur Twitter quotidien depuis quelques mois pour souhaiter un doux, lumineux, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 28 mars. Évidemment, joyeux non-anniversaire à tous les autres, à ceux qui m'attendent sur Twitch. Désolé. Musique. Je voulais un truc tranquille au niveau musical pour... Musique. Rentrer dans le dimanche, voilà, on a besoin de se reposer tous, cool, un peu, les blogs parfois un petit peu anxiogènes. Donc tranquille, cool, doux, paisible. Cool. Safe you, all black. Stop la musique, pop. DMCA oblige.
Bon, alors je fais n'importe quoi, hein, mais ça, vous êtes habitués maintenant. Voilà que maintenant, sur ma chaîne Twitch, je play mes propres messages sur Twitter. Je me commente moi-même. Alors, c'est. Voilà, je sais, melon absolu, mais je trouvais ça drôle aussi, parce que je vous parlais. Alors, je remonte un petit peu vos questions, parce qu'il y a des questions sur l'actualité. Sortez, beau soleil. Non, sortez pas, sortez pas. Même si tu as raison, en fait. Tu as raison. D'ailleurs, regardez, qu'est-ce que je vous ai préparé. Ouais, ça c'est la carte de ce matin. Ouais, là, actualisé ce matin. Donc oui, magnifique dimanche. Mais bon, il est tôt, là, 9h54. Il fait encore frais dehors, j'ai ouvert la fenêtre tout à l'heure. Donc profitez un petit peu des journaux et profitez ensuite de ce dimanche. Donc très bonne remarque. Qui m'a fait cette remarque sur la météo? Sortez beau soleil, c'est Marie, 78 130. Oui, sortez tout à l'heure. Pas de musique, c'est Twitch. Ouais, je me suis arrêté au bout de quelques secondes de C'est Few, la bonne blague du réveillon de soir avec C'est Few. Je prends quelques-unes de vos questions et puis on démarre les journaux. Est-ce que tu penses que c'est possible que Macron annonce un confinement mercredi prochain à l'échelle nationale, me demande Sine Reptile. Tout le monde se pose la question, j'ai un article là-dessus, mais je n'ai pas la réponse. Je vois double au secours, c'était pour la blague que je viens de vous faire. Bonjour, t'es pardonné, il y a de l'écho. Non, on change d'heure aujourd'hui? Mais oui, Supercars enfin, oui. L'ancienne heure, il est 8h55, dans la nouvelle, il est 9h55. Voilà. Est-ce qu'on parle du début de la saison de Formule 1 aujourd'hui, me demande Jockey Joke. Oui, c'est prévu, notamment avec l'équipe. FC Flex, il s'auto-interview maintenant, je sais, Napoli Actu. Je suis irrécupérable, je suis désolé. Est-ce que ça va pas trop piquer pour moi demain matin? Tu sais, ça pique. El Giganto, salut. T'es souvent là, c'est cool. Ça pique tous les matins pour moi. Ça pique tout le temps en fait, matin, midi et soir. Donc je suis habitué. Voilà. Donc maintenant je suis habitué à cet état. Un mégalo, me dit Gabo le 95, mais totalement mégalo. Tu sais, un présentateur, c'est un ego comme ça, quoi. Donc à un moment, il faut l'assumer, quoi. Mais ego de malade, mais que j'essaie de corriger. Je bosse dessus avec assez peu d'efficacité. Voilà. Est-ce que j'ai vu le discours d'Antoine Daniel sur moi, de French Banana? Non, c'est récent, parce que ces derniers temps, on a beaucoup dit de trucs sur ce que je faisais. J'aime bien Antoine Daniel. Je sais pas, est-ce qu'il a parlé récemment, puisqu'il avait déjà dit des choses il y a quelques jours? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est sympa? Est-ce que c'est pas sympa? J'ai pas vu, mais n'hésitez pas à me raconter, puis j'irai voir. À quel journal généraliste conseilles-tu de t'abonner pour commencer, demande M. Les Janine. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Il n'y a pas de bons journaux. Il y a des journaux. Ils sont tous bons. Ils sont tous différents. Ils ont tous un traitement particulier de l'actualité, avec des fondamentaux, bien sûr, et puis une grille de lecture différente. Moi, le conseil que je donne au début, c'est de ne pas s'abonner, c'est d'acheter un journal de temps en temps, quand vous avez le temps de le lire. Le journal, il faut que ce soit un plaisir. Achetez un journal de temps en temps, changez régulièrement. Lisez le Figaro, lisez Libé, lisez La Croix, lisez Le Monde, lisez l'Humanité, lisez Les Échos, lisez l'Opinion, etc. Lisez la presse en région, et puis voyez celui qui vous correspond. Et en même temps, même après, moi je dis, il ne faut pas lire tous les jours le même journal, je vous le dis souvent, ça, parce que c'est s'enfermer dans une grille de lecture qui à un moment va conforter vos propres opinions. Or, ce qui est intéressant, et c'est l'une des choses que je fais d'ailleurs sur Twitch, et je vous en remercie, c'est de confronter ces valeurs, ces idées à celles des autres, et parfois on évolue. Moi par exemple, en l'espace de 4 mois, sur certains points, c'est les échanges avec vous qui m'ont fait évoluer sur des trucs, et je continue à apprendre, y compris après un tweet que j'ai fait hier. Voilà. Est-ce que j'ai acquis de la connaissance en faisant question pour un champion? Mais vous posez plein de questions ce matin. Et les journaux alors? Flash Bixming, oui, oui, c'est l'un des plaisirs de ce jeu. J'apprends des trucs à chaque émission. Beaucoup même, voilà. L'objectif étant de gagner la cagnotte moi-même dans quelques années, quand j'aurai passé la main, que j'aurai pris ma retraite et que je reviendrai jouer comme joueur. Voilà. Mon grand-père regarde question pour un champion, embrasse-le bien fort et prend bien soin de lui. On a la chance. C'est une chance d'avoir ses grands-parents. On dit plus FC Melon, on dit FC Samuel. Léo dans le miroir, je valide. Bon, désolé. Alors, est-ce que j'ai vu le discours d'Antoine Daniel sur tes invitations de personnalités politiques sur Twitch? Donc vous êtes beaucoup à m'en parler, il va falloir que j'aille le voir. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis même s'il n'est pas d'accord avec moi, je ne l'ai pas encore vu, mais ces derniers temps, il y a pas mal de gens qui ont pris position sur ce que je faisais. Ça ne me dérange pas. Les opinions qui ne sont pas les mêmes que les miennes ne me dérangent pas si elles sont exprimées avec retenue, sans violence et intelligence. Et parfois, ça me fait aussi évoluer, moi. Oh, Mehdi Dama, on parle de l'état du monde, mais comment il va le Samuel? Bah, moi, je suis en pleine forme, je fais que des trucs que je kiffe. Ça, avec vous. Question pour un champion. La matinale de France Info, j'ai une équipe qui est juste formidable. Et j'ai 2 beaux enfants à la maison, 2 petits garçons, bonne santé, et l'épouse la plus cool et compréhensive du monde. Donc, tout va bien pour moi. Merci beaucoup. Hello Denis. Salut à toi. Est-ce que je fais toujours du sport? J'ai arrêté le sport pour pouvoir streamer après 20 ans de sport quasiment tous les jours. Il va falloir que je trouve une solution.
Quel est ton secret pour tenir le matin? Le café, on va en parler. C'est le café, je confirme. Désolé, mais je vois plein de questions sympas. Thierry, je vois un bonjour Thierry Moreau. Thierry est là? Si Thierry est là, je le salue. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est là, Thierry. Je vois beaucoup de bonjour à Thierry. Oui, alors Thierry, si tu es là, bon, lui le sait, mais je vous le dis, Thierry Moreau, c'est quelqu'un d'important pour moi, c'est un journaliste. Euh, et en fait, c'est l'une des premières personnes, sinon la première personne, le premier journaliste en France qui a cru à mon remplacement à Question pour un champion. Au moment où tout le monde m'est tombé dessus, il y a 5 ans déjà, ça va vite, en disant que c'était la pire décision ever prise à la télévision française, que je remplace l'ami Julien. Il y a une personne qui, dès le début, a dit non, 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 ça va le faire. C'est lui, voilà. Et ça, j'oublierai jamais. De même que j'oublie jamais quand les gens font des trucs sympas pour moi. Et puis à l'inverse aussi, j'oublie pas parfois. Merci. Donc Thierry, c'est juste un champion, voilà. Et puis il est sur Twitch aussi. Allez voir sa chaîne. La batterie de voiture. Ah, je vous raconte une dernière anecdote et puis on y va pour la presse parce que je suis très bavard ce matin. Hier, j'avais atelier bricolage avec mon grand Malo de 4 ans et demi. On devait passer au garage pour changer la batterie de la voiture de ma belle-maman, Marie, hein, qu'elle nous prête pour quand on veut s'aérer à la campagne, ce genre de truc. J'ai pas de voiture. Et c'est une voiture qui a un certain âge et on fallait changer la batterie. Et je suis nul en mécanique, nul en bricolage et j'ai deux mains gauches, quoi. Voilà. Pardon pour les gauchers. Ou deux mains droites pour les gauchers. Et ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que j'ai cherché la batterie pendant une demi-heure sous le capot, hein, à l'avant. À un moment, j'ai trouvé des fils électriques, il y avait un cache, donc j'ai dévissé le cache pendant très longtemps. 4 vis hyper compliquées. En fait, dessous, c'était autre chose. C'était plutôt d'autres choses, d'électrique. Ensuite, donc je me suis dit, ok, la batterie n'est pas à l'avant, c'est quoi cette histoire? Je me dis, ah, elle est peut-être dans le coffre. Ok, je suis allé dans le coffre. Sauf qu'il n'y avait plus de batterie. Donc, le coffre s'ouvrait plus. C'était électrique. Donc, je suis passé par l'habitacle, ok, par l'avant. Ensuite, je me suis faufilé entre les deux sièges enfants. C'était une catastrophe. J'ai réussi à soulever une trappe. J'ai trouvé la batterie. Et là, des vis de partout, des trucs, un machin impossible. Une clé à pipe que j'avais pas. Ça existe, clé à pipe. Hein. Partez pas sur ces conneries. J'étais pas équipé. Le pauvre Malo qui était là, qui me tendait les outils. Une catastrophe. J'ai tout cassé. J'ai un tournevis qui est tombé dans le moteur, qui est irrécupérable. C'est en chantier. La batterie. Voilà. S'il y a des super mécaniciens parmi vous, des gens voilà, il y a un truc qui maintient en fait la batterie très très fort là que j'ai pas réussi à démonter. Le truc pèse 30 kilos. Je sais même pas en fait si c'est pas mes bras qui arrivent pas à soulever le truc. Peut-être qu'elle est dévissée, une catastrophe. Voilà. Si quelqu'un bénévolement pour un petit billet veut venir m'aider, là je suis dans le 17e pour démonter ça. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Twitter en DM. Je suis en panique là, je suis nul, tellement nul. Alors je sais faire ça sur une moto, mais là c'était compliqué. La batterie qui n'était pas à l'avant, qui était à l'arrière, qui était cachée, avec 1000 trucs à démonter, le coffre qui s'ouvrait pas. Ah là, mais j'aurais dû filmer ça. J'aurais mis ça sur internet. Voilà. Non, c'est bénévolement ou pour un petit billet. Je dis pas les deux. Mais bon, si c'est bénévole, on prendra un café. Si c'est pour un petit billet, il y aura un petit café aussi. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes vraiment des as en mécanique, hein, pas un nul comme moi. Hein, pas un nul comme moi. Voilà. C'est pas une voiture électrique. C'est pas une voiture électrique. Bon, désolé, je parle beaucoup de moi. Et de plus en plus, et ça n'est pas bien. Mais je suis content d'avoir lu vos messages, notamment pour voir que l'ami Thierry Moreau était là. Est-ce que je lis tous les DM? Oui, je lis tous les DM. Les sympas, les pas sympas. Les sympas parce que ça fait du bien, les pas sympas parce que même dans les plus violents, eh bien, il y a toujours matière à réflexion. Même dans la colère la plus extrême, bon après, parfois c'est vraiment con, mais c'est assez rare en fait. Même dans les critiques les plus extrêmes, sur le coup je fais oh là, merci quoi. Puis après je me dis ah ouais d'accord ouais. Alors je me dis pas forcément que la personne a raison, mais je me dis ah ok d'accord, je comprends le raisonnement là. Et parfois je me remets en question. Donc je lis tout. On y va. Est-ce qu'il y a des nouveaux, des nouvelles d'abord pour qu'on explique le rendez-vous, qui n'est pas que de parler de moi, ou est-ce qu'on peut y aller direct? Il y a des nouveaux, il y a des nouvelles. Oui, Tongonfar, bienvenue, première fois. Oui, moi, Quasimodo. Salut Quasimodo, j'adore ton pseudo avec un Z. On te kiffe tous, vous êtes sympa, merci. Pourtant, j'en fais des bêtises. Je suis le nouveau, me dit Knaki. Mais il y en a d'autres, regarde Knaki. Oh, je remonte sur le chat un petit peu. Oui, moi, Gossin, Kubi, oui, premier live perso. Alors, je vous rassure, je ne parle pas que de mes talents de mécanicien et de ma pauvre vie tous les matins. En général, je lis les journaux. Premier live, me dit la Goldonique. D'habitude, j'écoute le podcast. Bon, merci. Là, j'ai le problème en ce moment avec le podcast parce que j'arrive plus
à couper mes émissions. Bridgerton BCH, oui, bonne première fois aussi. Bon, vous êtes plein. Alors, nouveau, donc, on va rappeler le cadre, super simple. Chaque matin, dans la matinée Étienne, on lit les journaux ensemble. On en parle ensemble, voilà. Et puis on parle de la vie aussi, voilà. Et c'est interactif, et je lis vos questions, on fait des sondages, voilà. Donc ça c'est le cadre éditorial, et puis le cadre, on va dire, au niveau de l'ambiance, c'est cool, ici on se prend pas la tête, toutes les opinions sont admises, il y a une modération assez light, opinion légale, hein. Les opinions qui sentent Laurence et le moisi, racisme, homophobie, sexisme et j'en passe, sont interdites de citer. Ici, évidemment, il y a peu de modération, mais il y en a. 99,99% d'entre vous, vous comprenez tout à fait que cet espace est un espace tranquille d'expression, dans le respect, idéalement dans la bienveillance, mais parfois, il y a des gens qui se sont perdus, et là, on les remet dans le droit chemin, c'est-à-dire en dehors. Voilà, c'est le concept, il est tout simple. On y va parce que je vous ai fait perdre assez de temps avec toutes mes histoires là. On va feuilleter les unes de la presse nationale, donc essentiellement le dimanche, Parisien, dimanche, Journal du dimanche, le JDD pour les intimes que vous lisez peut-être. Voilà, c'est Rubkim qui me dit on fait la presse maintenant, oui. L'équipe, hein, le dimanche aussi. Après, on va aller voir les unes de la presse en région, parce qu'il y a aussi de la presse en région, et c'est cool le dimanche. Et après, on revient lire les articles de la presse nationale, ceux que j'ai évoqués dans un premier temps. Et, et Jacques 95 a deviné, avant tout ça, il y a toujours le café, puisque ici, on voit un culte à la caféine. Et vous buvez ce que vous voulez, un petit café, et c'est parti. Vous avez vu, j'ai un nouveau thermos, il est plus petit. J'essaie de baisser un peu les doses. C'est parti. Oh là là. Et c'est parti, je viens de voir un bonjour de Quiberon, et ça m'a fait bien plaisir. D'ailleurs, vous êtes d'où d'ailleurs, vous? Bonjour à Coco de Quiberon, qui est pour moi un des plus beaux endroits du monde. Et je vois un bonjour de Saint-Malo. Et vous êtes d'où alors, vous? De Lyon, de Vannes, les Bretons sont là, de Reims, de Limoges, de Montpellier, de Strasbourg, de Cherbourg, ça rime, Toulouse, vous l'avez fait exprès ou quoi? Courchevel, wouhou! C'est beau là-bas. Toulon, oh là là, faut que je frise le chat, ça va trop vite. Saint-Nazaire, Yvelines, Mâcon, Calais, Beauvais, Versailles, Antibes, Besançon, Cap-Ferret, Caen-la-Rochelle, Plougressan, Bretagne, je suppose, Berlin, Berlin, Marseille, Montpellier, Lyon, Belfort, Auxerre-Marseille, Limoges, Var, Strasbourg, Rouen, Toulon, Vendée, bonjour des Cévennes, bonjour du Pouliguen, Alsace, Waterloo, Morne-Plaine, Nantes, Tours, Limoges, Dijon, Concarneau, Paris, Nice, Réunion, Poitiers, Reims, Belgique encore. Ils sont collés, bravo. Qui va Amiens, Bruxelles. Lille, Marguerite, Caen, Metz, Madagascar, Alsace, Liège, Belgique, on est là, mais c'est cool, merci. Roubaix, Troyes, Marseille, Chaville, Valoir, Lille, Hong Kong, de mon lit à Lyon, le plus bel endroit du monde, son lit, Pays-Bas, Jura, Provence, Briançon, Briey, et j'en passe, donc vous êtes là. On y va? Qu'est-ce que j'ai pour vous? C'est parti pour le Parisien dimanche, par exemple. La une ce matin, c'est Michel Drucker. Il revient, le Parisien dimanche, c'est un journal qui suit depuis un bon moment déjà tous les soucis qu'a eu Michel Drucker, et ça y est, il revient avec Vivement Dimanche, et il répond aux questions des lecteurs du Parisien. Il dit notamment « Je suis une ancienne voiture avec un moteur neuf ». Autant dire, Michel, qu'il évite de faire appel à moi pour réparer l'engin quand tu vois mes talents en bricolage que j'évoquais tout à l'heure. Donc on va voir Michel Drucker qui revient aujourd'hui à l'antenne dans Vivement Dimanche sur France 2. Regardez comme ça. Ça, c'est un dossier intéressant. Page 5. Ce qu'ils feraient s'ils étaient au pouvoir. Le Parisien a demandé aux principaux leaders de l'opposition en France, vous en reconnaissez certains, je pense, ce qu'ils feraient là maintenant sur la crise sanitaire s'ils étaient au pouvoir. C'est pas une bonne question, ça, hein? C'est pas une bonne question, hein? On y go. 26 mesures pour réchauffer les cold cases, page 13 dans le Parisien dimanche. Alors ça, je vous en ai parlé il y a quelques temps. On attendait un rapport sur les cold cases, hein, ces affaires pas résolues. Et le constat en fait des spécialistes de la question en France, c'est qu'en France, on n'a pas les outils pour traiter ces affaires non résolues. Il y en a beaucoup chaque année. Les cold cases, comme on dit aux États-Unis, et il y a un rapport qui vient d'être remis pour voir si on ne peut pas améliorer la chose. Voilà. Là, vous avez un meurtrier en série qui s'appelle Jacques Rançon sur cette photo.
Le JDD, alors une qui interpelle, comme toujours quand on parle de Marine Le Pen et du RN, une enquête assez approfondie sur le vote Le Pen. Moi, je me rappelle au début des années 90, les premières études, notamment sur l'analyse sociologique du vote FN à l'époque. Qui étaient les électeurs du FN? Eh ben, il y a une enquête là de 2021 sur qui sont les électeurs du FN, pourquoi on vote pour le RN aujourd'hui, les motivations des électeurs du RN, leur vision de la France, et puis une interview du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui est assez cash comme toujours. Elle ne travaille pas, elle ne fait que mentir. Vous comprenez qu'il parle de Marine Le Pen. On a plein de chiffres vachement intéressants qui disent beaucoup de choses de la réalité du vote RN aujourd'hui. C'est la une du JDD. Plusieurs pages sur la question avec cette interview dont je vous parlais d'Éric Dupond-Moretti. Il assume totalement, ce sont les mots du président Macron, il les a dit dans une interview exclusive pour le journal du dimanche. Vous comprenez qu'il s'agit de la crise sanitaire. Où on en est, selon le président Macron, on lira cet article. En tout cas, pour lui, il n'y a pas de raison de se battre la coulpe, de se critiquer, c'est la bonne stratégie. On verra ça. On parlera de ce magazine, de ce journal hebdomadaire qui est le 1. Regardez, article dans le JDD ici, deuxième étape, étape 2 pour le 1, qui devient le 1 hebdo. Alors c'est un hebdomadaire très particulier, qui est vraiment intéressant. Un thème, une fois par semaine, et un seul thème. On va un peu en profondeur ici sur justement, on voyait Éric Dupond-Moretti à l'instant, la justice est-elle injuste? On lira un extrait d'ailleurs de ce dernier numéro, et le JDD annonce une nouvelle version encore plus sympa. C'est un super magazine que je vous lis assez régulièrement. Quelqu'un me disait tout à l'heure, est-ce qu'on va parler du début de la saison de F1? Voilà. Je vois qu'il y a des amateurs du 1, alors qui va devenir le 1 hebdo, c'est l'info, très bientôt. Oui, on va parler du début de la saison de F1 et de MotoGP, puisqu'on a deux grands pilotes français que je kiffe, que j'adore, qui sont Quartararo et Zarco, voilà, en MotoGP. Et puis il y a des Français qui sont aussi au top en F1, comme Pierre Gasly par exemple. Moteur, titre l'équipe. On lira quelques articles dessus sur la F1 et aussi sur le MotoGP. Je ne savais pas qu'il avait une belle manchette comme ça. Une manchette pour les amateurs de tatouage, c'est quand on se fait le bras. On appelle ça une manchette. Regardez. Pas mal, hein? Est-ce qu'on peut zoomer un chouïa là? Je suis pas le pro du zoom, moi. Joli comme tout. Ok. Hop, la moto. Et puis encore un match de foot là. C'est à 15h. Kazakhstan-France, qu'on est toujours dans les qualifications pour le prochain mondial de 2022. Bon, après le nul face à l'Ukraine, là, il faut arrêter de faire les bêtises. C'est un petit peu le message que veut faire passer l'équipe. Et puis là, on est sur les gens qui sont nés 28 mars, puisque je mets ça dans mon petit message d'anniversaire sur Twitter. Né à 28 mars, il y avait Margot Vargas Llosa, c'est l'écrivain péruvien. Lady Gaga, elle est née un 28 mars, ou encore Benjamin Pavard et sa frappe de Pavard. Voilà donc pour ce petit coup d'œil aux unes des journaux nationaux. Comme je les lisais, je lisais pas le chat, alors je remonte un petit peu pour voir. Pronostic pour le match? Ouais, là, c'est longtemps que je ne fais pas de pronostic, moi. Je remonte un petit peu sur vos commentaires pour voir si j'ai pas loupé quelque chose. Ouais, ok. Ouais. Plaisir de te regarder depuis le travail. Lee Kodiak. Bon courage à toi si tu es au boulot. J'espère que tu fais un truc sympa. Dimanche, en plus, il fait super beau, quoi, partout. Et il faut inviter Dupond-Moretti. Alors déjà, tu as écrit, Sylvance, tu as écrit Durand-Moretti, je sais pas si c'est une vanne. Je pense que c'est une vanne. Mais Dupond-Moretti, ça pourrait être intéressant. Ok. Les têtes d'affiche des politiques de 2020 vendent pas du rêve, me dit Jojo City. Les têtes d'affiche des politiques de 2022 vendent pas du rêve. Mais est-ce que la politique doit vendre du rêve? Moi, vous savez, je vote pas pour le meilleur, je vote pour le moins mauvais. Je vote toujours, même quand je suis pas totalement séduit, parce que je me dis que d'abord c'est un peu un devoir, et que sans forcément trouver le champion qui va nous sauver, ça n'existe pas ça, hein, l'homme ou la femme providentielle, hein, il est loin de Gaulle, et même lui ne l'était pas. Il faut voter pour celui qui nous semble le moins mauvais, quoi. Voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. On a cette liberté-là, donc faisons-le. Voilà. Le pivot, j'ignore pas ton message, le pivot. Perso, ma vie, c'est de la merde. Trop jeune pour le RSA, pas assez travaillé pour toucher le chômage. Merci les licenciements du premier confinement avec un État français qui se fout de ma gueule. Je ne peux pas réaliser mes projets. Voilà, la France d'en bas s'intéresse. Ouais, carrément. Mais bien sûr que ça intéresse. Et je fais partie de ceux qui pensent que peut-être que les médias ne sont pas assez intéressés aux Français, à tous les Français. Peut-être qu'on n'est pas assez sur le terrain. C'est quelque chose que j'ai compris en échangeant avec vous ces derniers mois, en fait. Voilà, en essayant de comprendre pourquoi on avait une aussi mauvaise image, les journalistes.
Et on fait notre boulot aussi honnêtement et rigoureusement qu'on le peut, mais peut-être qu'on est un tout petit peu déconnecté de la réalité, à rester dans nos rédactions. Voilà. Donc je comprends ton message. Voilà. Et peut-être que nous, les médias, on doit s'intéresser plus aux Français, quoi. Voilà. Hop. Bon, je vous montre la presse en région maintenant. Merci pour ton message. Et puis, et bon courage. Moi, ma philosophie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je crois que quand vraiment, jour après jour, on remet le travail sur l'établi, quand on donne tout ce qu'on a, quand on met toute l'énergie, même quand c'est mal parti, même si on n'a pas été au début, même s'il y a des accidents, des échecs, qu'on manque de chance, une vie c'est long, quoi. Et quand on met de l'énergie tous les jours et beaucoup de travail, il y a un moment, même si la société ne nous aide pas beaucoup, où ça va le faire, quoi. C'est vraiment ma conviction. Donc voilà, perds pas pied, perds pas courage, et commence par les petits. Enfin voilà, je sais que c'est facile à dire, mais je crois que notre société, aussi inégalitaire soit-elle, et difficile et parfois violente, permet à ceux qui veulent vraiment, en travaillant comme des porcs, hein, c'est chaud, hein, c'est dur, hein, de faire sa place, mais voilà, de réussir à se créer une vie cool. Voilà, c'est peut-être un peu naïf, mais je crois vraiment à cette philosophie. Voilà, mais bon courage en tout cas. N'hésite pas à m'envoyer un message en DM si tu veux qu'on en parle un peu plus. En tout cas, ton message m'a touché. Allons voir les unes de la presse en région maintenant. Toc. Alors, normalement, si je vous fais ça, vous l'avez. Ouais. Donc, on a vu les unes de la presse nationale. On va revenir sur les articles. Et maintenant, je vous montre ce dont parle la presse régionale. Parce que souvent, alors parfois quand il y a beaucoup de unes sur la même chose, on se dit ah c'est une vraie préoccupation. Donc ça en soi c'est intéressant. Puis parfois aussi on apprend d'autres choses qu'on ne lit pas dans la presse nationale. Philosophie de droite, Samuel me dit Beatle 21. Je comprends ta remarque. Et c'est vrai que ça ressemble à ça. Voilà. Mais alors je ne veux pas dévoiler mes idées politiques, même si je le fais dans le portrait de Libération qui a été publié hier. Donc du coup ton commentaire il marche pas avec ce que je dis. Je laisse passer de mes idées de citoyen, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais voilà, entre une société qui doit s'occuper des plus fragiles ou en tout cas de créer les conditions de l'épanouissement de chacun, entre cette aide qu'on attend, ce soutien de la société et la prise en main individuelle et personnelle, il y a une voie à trouver, qu'on ne peut pas tout attendre de la société et de l'État. Et on ne peut pas tout attendre de la simple initiative individuelle. Voilà, je crois qu'il n'y a pas, on ne peut pas opposer ces deux choses. Il faut les deux en fait. Il faut que la société nous aide et il faut aussi tout donner soi-même. Voilà, bon, ce n'est que ma grille de lecture. Elle ne vaut ce qu'elle vaut. Je ne dis pas qu'elle est bonne. C'est la mienne. Mais je comprends ce que tu me dis. Allez, on y va avec la Voix du Nord pour commencer. Alors bon là, c'est le constat. Tout à l'heure, on va lire une interview du président Macron qui dit non, on n'a rien à se reprocher. C'est la bonne stratégie. Et les vaccins vont arriver. Mais ça fait, on nous dit ça tout le temps. Les vaccins vont arriver, Puis oui, il y a les retards, les laboratoires n'ont pas pu suivre. Oui, au niveau de l'Europe, il y a eu des retards. Oui, on sait pas. Ouais, d'accord, mais on nous annonce que ça va venir et ça vient pas. C'est le constat de la Voix du Nord, en attente de doses, désespérément vaccinés. Matin, midi et soir et même le dimanche, ce 4e week-end de vaccination coup de poing dans les Hauts-de-France n'a vraiment pas été à la hauteur des injonctions présidentielles. Donc il y a les discours, les injonctions, l'ambition, et puis dans la réalité, c'est ça, c'est la Voix du Nord qui dit non. Non. Et regardez, en ville, médecins et pharmaciens désabusés, dit encore la Voix du Nord, page 3. Parce que les pharmaciens, les médecins, à qui on a dit vous allez jouer un rôle super important dans la campagne de vaccination, ils n'ont pas les vaccins, Donc il y a les grands discours, il y a le terrain. Le terrain, il dit ça. Donc cette une de la Voix du Nord, elle est intéressante. Qu'est-ce qu'on a? Courrier Picard. Ça illustre la même chose. Tout le monde se mobilise. Les pompiers, je retourne à la une. Les pompiers qui se forment à la vaccination pour participer à l'effort national. Et si on va page 7, pour lire l'article, on voit ces pompiers prêts à vacciner, voilà. Ici, ce sont 3, comment on dit, pompières, je pense pas, 3 femmes pompiers plutôt, Peggy, Sophie et Flore, qui vont rejoindre les équipes de soignants prêts à vacciner. Et qu'est-ce qu'on voit à droite, là, dans l'encadré? Le centre de vaccination d'Abbeville ferme, faute de doses. Donc c'est un centre de vaccination qui n'a reçu cette semaine que 130 doses pour le week-end. Donc, et il ferme. Donc voilà, toujours la même chose. Il y a ce qu'on nous dit, ce qu'on nous annonce et la réalité. Donc on espère que ces livraisons massives de vaccins vont réellement arriver. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Voilà, il faut en rester au fait. Dossier intéressant dans le Télégramme, journal breton, journal de l'Ouest, sur des ados tous accros. Bon, c'est pas nouveau cette interrogation. Alors, je vois un bonne chance au modo.
Bon, quand je vois un bonne chance au modo, c'est qu'il y a quelque chose dans le chat qui n'a pas plu. Alors, est-ce que les modos sont là? D'abord, les modos sont là. Donc, je salue Sarah et un étudiant curieux. Et merci à vous, vous êtes top. Et puis, l'ami Nightbot aussi. Je remonte dans le chat. Il y a eu un truc Zarbi ou quoi? Ou c'est parce que c'est par rapport à un thème? Parce qu'en général, c'est super propre hein, ici. Donc, on est entre gens intelligents. Non, bah non, pas du tout. Non. C'est peut-être un thème qui te fait peur, mais pour l'instant, je vois pas de modération, je vois pas d'excès, donc tout va bien. Oui, je sais que Nightbot, c'est un bot, c'est une blague en fait. Quand je dis salut Nightbot, je sais, je sais que c'est un robot. Enfin, sauf la première fois. J'ai dit, oh bravo Nightbot, tu fais un super boulot. Je savais pas que c'était un robot. Maintenant, je sais. Euh, Voilà. Et donc, regardez ce dossier. Alors, c'est pas la première fois qu'on se pose la question hein, de la toxicité éventuellement des outils numériques, notamment pour les jeunes. Est-ce que les ados sont tous accros? Ben, je pense qu'il faut prendre ça avec du recul. Et c'est ce que fait ce dossier du Télégramme. Regardez. Avec cette analyse de Serge Tisseron, qui est un spécialiste des techniques numériques. Je crois que c'est un. Je vérifie, mais je crois que c'est un psychiatre. Serge Tisseron ou un psychothérapeute. On le vérifie tout de suite parce que j'aime bien être un peu précis dans ce que je vous raconte. Serge Tisseron. Boum, hop, je partage ça avec vous. Hop. Serge Tisseron, c'est lui, psychiatre, c'est ça, psychanalyste français, depuis 2015, membre de l'Académie des technologies. C'est un peu un spécialiste en France de tout ce qui est numérique et des éventuelles addictions. Que dit-il? Mais il dit quelque chose de très intéressant. Voilà. Enfin, plein de choses très intéressantes. Le journaliste demande à Serge Tisseron, les ados de 2021 sont encore plus connectés que ceux de 2019. Ouais, c'est clair. Faut-il s'en inquiéter? Je recommande à tous les parents d'aller lire le rapport Les enfants dans le monde numérique publié par l'UNICEF en 2017. Ce groupement d'études indique que la grande majorité des enfants fait plutôt un très bon usage des outils numériques, notamment des smartphones. Il y est pointé comment l'utilisation du numérique réduirait la sensation d'isolement et leur permettrait de renforcer les amitiés existantes. C'est important de le savoir en période de confinement, surtout si ça reconfine sec. Les parents sont souvent inquiets des mauvaises rencontres que leurs enfants ou ados pourraient faire sur les réseaux. Mais pour les ados, rencontrer sur Internet des inconnus qui les font rêver n'est pas la logique. Les statistiques ont montré combien, même sur les réseaux sociaux, ils cherchent des gens de leur âge, de préférence qu'ils connaissent déjà. Il y a bien entendu des exceptions, mais elles viennent le plus souvent d'un manque de gratification des ados concernés. Voilà pourquoi je dis toujours aux parents, si vous voulez éviter à vos jeunes enfants de se surexposer sur Internet plus tard, gratifiez-les au quotidien. Ah, je vous ai pas mis l'article. Pardon. Voilà. Merci de me l'avoir signalé. Voilà. C'est intéressant, non hein faire confiance à l'intelligence des jeunes. Et puis voilà, et quand on s'intéresse, quand on passe du temps avec eux, quand on s'intéresse à leurs problèmes, eh ben, ils tombent pas dans les travers et dans les addictions. C'est le discours de Serge Tisseron. Autre question. Que diriez-vous aux parents qui se sentent largués face au numérique, donc face à leurs ados, qu'ils sont beaucoup plus maîtres de la situation qu'ils ne l'imaginent? Les ados sont extrêmement sensibles au bon exemple. Intéressant. Les parents qui attendent de leur ado un usage modéré des outils numériques doivent d'abord se l'imposer à eux-mêmes. Je leur conseille deux règles. Pas d'écran ni de smartphone pendant le repas. On le sait et on le fait tous. Bon, moi je suis désolé, je travaille tout le temps. Il faut que j'arrête d'être sur mon iPhone ou ma tablette pendant les repas. Ça va pas du tout, je le fais. Donc ça, c'est pas bien. 2. Ne jamais emporter son téléphone mobile dans sa chambre la nuit. On le fait tous, non? On sait bien que la grande majorité... Mais on montre pas l'exemple, ce faisant. On sait bien que la grande majorité des ados et des adultes... Je passe mon retour. Je suis sur... Hop, la voie 1, pardon. On sait bien que la grande majorité des ados et des adultes font le contraire aujourd'hui. Je recommande à tous de reprendre un bon vieux réveil. La sobriété numérique commence déjà par celle des parents. Voilà, donc donnons l'exemple à nos ados et nos enfants si on s'inquiète pour eux. Et puis un dernier paragraphe extrêmement intéressant de l'analyse de Serge Tisseron. Plus tôt on parle du numérique avec son enfant, mieux ce sera. Oui, les parents doivent expliquer à leurs enfants les dangers du numérique, ce que j'appelle les 4 jungles d'Internet. Celle du modèle économique, celle de l'économie de l'attention, celle de la pornographie et celle de l'information continue et des fake news. Si votre enfant a un téléphone mobile en CM1, alors il faudra lui en parler dès le CM1. À vous de vous informer sur le sujet. Ce n'est pas la littérature qui manque, ni les talentueux youtubeurs et youtubeuses, ou même vos ados. Pour ceux qui font l'effort, c'est du gagnant-gagnant. Plus ils protégeront leur
enfants, plus il leur parlera facilement. Aujourd'hui, le numérique est partout. Il y a urgence pour les adultes à ne pas le mépriser. Je trouve cette lecture un peu positive, volontariste, optimiste de toutes ces questions dans la tête de Serge Tisseron extrêmement intéressante. Serge Tisseron qui rappelle une évidence, c'est-à-dire que plus on s'implique dans l'éducation, le suivi d'un enfant, et plus on lui permettra d'éviter les écueils de la vie, par exemple ces écueils qu'on vient d'évoquer à l'instant. C'est marrant parce que le téléphone en CM1, ça a provoqué plein de réactions, notamment certains qui trouvent que c'est beaucoup trop tôt. Voilà. CM1, c'est quel âge? CM1, en 6e, on a 11-12 ans. CM1, c'est 2 ans avant. Donc ça fait 9-10 ans, je dirais. Hein, c'est ça? C'est ce que me confirme... 9-10 ans, ouais, c'est ça. C'est ce que vous me confirmez. Voilà, exactement. Donc, vous voyez cette une du Télégramme et ce dossier vachement intéressant. On continue avec la presse en région. Ça n'est pas un débat régional, mais la presse régionale ne porte pas que des questions régionales. La preuve avec ce dossier de la Dépêche du Midi, donc on est en Haute-Garonne, on est dans la région de Toulouse, hein, si je ne dis pas de bêtises. Que faire des femmes et enfants de djihadistes? Alors, déjà au moins 2 reprises, on a eu ce débat ensemble, on a fait des sondages même sur la question dans la matinée Étienne. Hein, on parle des familles, des Français qui sont partis faire le djihad en Syrie, en Irak, voilà, qui sont mobilisés sous la bannière du groupe terroriste État islamique. La plupart de ces combattants sont morts. Qu'est-ce qu'on fait des femmes et des enfants français? Est-ce qu'on les rapatrie ou pas? C'est toute la question. Des centaines de femmes et d'enfants de djihadistes originaires de France se retrouvent dans des camps en Syrie. Le gouvernement tarde à les rapatrier. Un dossier à lire, pages 2 et 3 dans la Dépêche du Midi. Je ne vous lis pas le dossier parce qu'on a évoqué le sujet à plusieurs reprises. Juste cette info là que je n'avais pas vu traiter, cet argument que c'est le président qui décidera, hein, au final, qui nous rappelle un petit peu l'esprit de la Ve République d'ailleurs. Hein. Officiellement, le dossier des prisonnières du djihad et de leurs enfants fait l'objet d'un suivi par le Quai d'Orsay. Voilà. Mais les connaisseurs de ce dossier sensible estiment que les décisions, les fameux rapatriements au cas par cas, se jouent surtout à l'Élysée. Le vrai patron sur ce sujet, c'est Emmanuel Macron. Or, il est extrêmement silencieux sur la question. Et pourquoi? On le comprend avec ce petit encadré. Un plan de rapatriement massif, poussé notamment par les spécialistes de la lutte antiterroriste, a été retoqué en 2019 parce qu'une fuite de ce plan avait provoqué une réaction très vive, très négative de l'opinion publique. Hein. Et du coup, on imagine que le président Macron ne va pas sur ce terrain parce qu'il sait que la question est éminemment polémique. On avait fait un sondage ici et vous avez été une très large majorité à dire qu'il ne faut pas rapatrier les mères et les enfants. La question est très difficile parce qu'elle se pose en plein de termes. Est-ce qu'on rapatrie les enfants seuls et on les sépare de leur mère? Chaud. Est-ce qu'on les rapatrie pas? Voilà, et on les laisse dans les camps sans être jugés? Voilà, les mères. Hein. Puisque si on rapatrie les mères, c'est pour les juger, hein, soyons clairs. Soit on rapatrie les deux. Et voilà, avec toutes les menaces sur la sécurité que ça comporte. Un dossier extrêmement compliqué. Le président Macron, pour l'heure, ne s'en empare pas. Est-ce que c'est une surprise? Intéressant dossier, donc, dans la Dépêche du Midi. Si vous êtes dans la région, allez le lire, il est vachement bien fait. La Nouvelle République des Pyrénées, j'aime bien, parce que tous les dimanches, la une, c'est votre journal vous souhaite un bon dimanche. Voilà, parce qu'il n'y a pas de version imprimée de la Nouvelle République le dimanche, mais sur le site internet de la Nouvelle République des Pyrénées, il y a les dernières infos, et donc vous avez ce petit encart qui vous souhaite un bon dimanche. Voilà, je trouve ça cool. Continuons. Bon, il y a la folie du jardinage. Je ne me sens pas super concerné, je ne suis pas un grand spécialiste, je ne vais pas vous en parler. Par contre, on va parler de ça. Elle est intéressante, cette une de la Provence. Hop, je vous remets la une. Donc là, on est du côté de Marseille, c'est un des grands quotidiens de la région. Regardez, Covid dans les eaux usées à Marseille, flambée virale. De nombreux quartiers sont passés au rouge dans la carte des marins-pompiers. On saura en milieu de semaine prochaine si c'est l'effet carnaval. Hein, ce carnaval interdit, ce carnaval qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Vous avez peut-être vu les images, grosse polémique, il n'y avait pas beaucoup de masques, il n'y avait pas de masques, les gens étaient tous serrés et tout.
on est en train de se demander, grâce aux mesures du Covid dans les eaux usées à Marseille, hein, vous savez peut-être que c'est une des façons de suivre l'épidémie, en mesurant le Covid dans les eaux usées. Là, ce sont les marins-pompiers de Marseille qui s'en occupent. On est en train de se demander s'il ne va pas y avoir un effet assez fort, une conséquence assez violente de ce carnaval sur l'épidémie à Marseille. Virus dans les eaux usées, regardez cette carte. Regardez cette carte. Marseille passe au rouge. La nouvelle carte des marins-pompiers montre une flambée virale dans de nombreux quartiers. L'effet carnaval de la plaine, pour l'interrogation. Vous avez deux cartes là, et vous voyez clairement, entre la semaine 11 et la semaine 12, hein, les zones rouges qui illustrent les eaux fortement contaminées, qui sont plus nombreuses. Donc voilà, l'enquête est en cours. Mais on s'inquiète des conséquences. Le professeur Pascal Auquier, par exemple, épidémiologiste, déclare la moindre hausse des contaminations serait catastrophique vu que les hôpitaux de la région sont déjà surchargés. Donc voilà. Joliveau. Voilà, il y a Astaron, par exemple, qui dit: ma voisine infirmière qui fait des tests PCR à Marseille dit que ça s'emballe sérieusement depuis une semaine. Ouais, ça s'emballe pas qu'à Marseille. Hélas. Je relis vos commentaires. Ils portaient tous un masque de carnaval, ouais, bien sûr. Mais oui, le masque de carnaval, mais pas le masque qu'il fallait. En tout cas, manifestement, il y a des contaminations. Voilà. Ok, très bien. Confinement strict à venir, on va en parler, on a un article là-dessus sur qu'est-ce que pourrait annoncer le président Macron mercredi, a priori. On en parlera parce que c'est une des infos de la semaine attendue importante. Et puis je crois que je voulais vous lire une dernière une. Non, après on passe au 27 mars. Ok, donc voilà pour le 28 mars les journaux que j'avais ce matin. Bon les amis, on a vu les unes de la presse nationale, on a vu certaines unes de la presse régionale. Alors certains m'en réclament d'autres, je les lis pas toutes, hein. Sinon on serait ensemble pour des heures et des heures et des heures et des heures, et je vais pas vous mettre la fièvre pendant des heures comme chantaient les deux poètes de NTM, mais j'essaie de vous lire les choses qui me semblent les plus pertinentes au jour J. On va aller voir maintenant les articles de la presse nationale sur la crise sanitaire, sur le Rassemblement national, sur la Formule 1, sur le changement d'heure, sur tout ça. Mais d'abord, certains ont deviné, non pas une chanson, Isa. Oui, Quick au bread, un café, exactement. Voilà. Hop, le thermos, mon nouveau thermos, j'essaie de diminuer les doses, hein, il est à peu près 2 fois moins gros que l'ancien. Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais pour un dimanche, je m'étais dit que ça suffisait. Petite musique du café, bon ce que vous voulez à tous, et on repart à la lecture des articles de la presse nationale que je vous ai signalés tout à l'heure. Il y a des choses vraiment intéressantes. Café. Est-ce que je viens d'embrasser mon thermos de café? Ouais. Sabatena 60, peux-tu prouver que c'est du café et pas de l'alcool? Non, je peux pas le prouver. Je peux pas le prouver. Juste, comme mon propos globalement est cohérent, vu les doses de café que je m'envoie, si c'était autre chose, je pense qu'à un moment vous vous en rendriez compte. On y va? Alors on repart sur la presse nationale. Toc. Voilà. Et puis, c'est pas tout, hein. Comme c'est dimanche, j'ai lu d'autres choses pour vous aussi. Donc le 1, la justice est-elle injuste? Un super hebdo que j'aime bien lire. Et Philosophie Magazine, regardez. Alors c'est vraiment le dossier qui m'a interpellé. Avoir 15 ans, la nouvelle morale des jeunes. C'est un super dossier. Si vous vous intéressez à ce que pensent les jeunes aujourd'hui, voilà, par rapport à leurs aînés, par rapport à vous, même peut-être si vous êtes... Quelqu'un me fait douter sur l'horloge a changé sur l'heure d'hiver. L'heure, elle est pas bonne? Ah ouais? Vous avez raison. Eh ben, il faut que je change ça. Ouais, vous avez raison, ça a changé. C'est bizarre ça. Donc voilà, je vous conseille la lecture de Philosophie Magazine parce que on en feuilletera quelques pages, mais je vous le dirai pas tout. Je vais sur l'horloge. Vous avez raison, c'est pas la bonne heure. Bah, on va essayer de faire ça en direct. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah oui, d'accord, en fait. Parce qu'il s'est mis sur le... Oh, c'est le PC, en fait, qui a pas voulu... euh, euh, c'est le PC, en fait. Comment je fais pour modifier ça? Bougez pas, hein. Hmm, ajuster la date et l'heure, ok, avec un peu de chance, ça va suffire. Ok, il est... euh, régler l'heure automatiquement, bah ça n'a pas trop marché, hein, régler l'heure automatiquement. Hein, on est d'accord? Allez, on va changer ça. Euh, oh, comment... Voilà. Ouais. Ah, bah voilà. Alors, on est passé à 10h34 sur le PC et on est passé à quelle heure? Voilà. Voilà. Merci pour vos conseils d'ingénieur là. Faut appeler le 3669. Alors, ok. Est-ce que là ça marche maintenant? Est-ce que c'est la bonne heure? C'est bon? Oui, il faut mettre, bah, je sais, il faut mettre l'horloge dans le riz. Ouais, j'ai essayé, mais ça n'avait pas suffi, ça n'avait pas fonctionné. Avec le riz, quand il y a des problèmes avec le PC, quoi qu'il arrive, quand j'ai un problème avec un logiciel, je mets tout dans le riz, moi. Pendant plusieurs heures, en général, ça suffit. Voilà. C'est réglé, c'est réglé? 10h35. Bon, on y va. Donc, je vous ai dit, il y aura un petit peu du 1, il y aura aussi un petit peu du philosophie magazine. Mais d'abord, allons lire ces articles que je vous ai mis de côté dans la presse nationale. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, on y est. Michel Drucker. Il revient. Pour ceux qui ont raté les épisodes, Michel Drucker, il a eu des soucis de santé hyper graves. On va y revenir. Il revient. C'est aujourd'hui. Je sais le débat sur Michel Drucker, il faut. Je vous attends dans le chat. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont dire oui, il faut qu'il laisse sa place, les vieux, les jeux, voilà, tout ça. Tout. Laissez-le tranquille. Hein, si c'est son kiff. Si c'est son kiff, si c'est son bonheur, si c'est son plaisir, si son équilibre, c'est de travailler, c'est de faire de la télé. Et si les gens le regardent, point. Ok, enfin, c'est mon avis, après, voilà, je suis pas obligé de le partager. En tout cas, Michel Drucker, il revient sans trace, sans trac, ni angoisse. Après des mois de convalescence, l'animateur du Vivant Dimanche est de retour. Il répond aux questions de nos lecteurs sur sa santé, ses projets. On va lire ça assez rapidement, mais voilà, c'est un personnage, c'est plus qu'un personnage. Il a marqué l'histoire de la télévision française. Il est là depuis le général de Gaulle, je crois. Allez, un mot de l'édito. Par exemple, ça y est, c'est parti, Drucker à la retraite. Bah non, oui, je comprends l'argument, il faut laisser la place aux jeunes, tout ça, mais il fait ce qu'il veut, Hein. Ça y est, Cat Size aussi sur le même sujet. Michel Drucker donne l'image d'un homme qui ne vit que pour son travail, me dit Orthez 69. Mais c'est le cas, mais c'est son truc en fait, c'est son kiff en fait. Il le dit, Michel Drucker, il l'a jamais caché, c'est toute sa vie son boulot, c'est toute sa vie, il le dit. Il a pas fait l'enfant, c'est sa vie, c'est son. Alors est-ce qu'on peut reprocher ça à un homme? C'est son choix de vie à lui, voilà. Et c'est pas, il l'érige pas en modèle, il dit pas aux gens, mais c'est ça la life, mais la yes life, c'est de taffer H24 notre. Il dit pas ça, il dit que c'est son modèle à lui. Laissez-le tranquille, Michel Drucker, on le laisse tranquille. Phénoménal, c'est l'édito de Jean-Michel Salvatore. Imagine-t-on un dimanche après-midi télé sans Michel Drucker? Pour certains, oui. D'autres, non. Aujourd'hui, sur France 2, c'est un peu un retour à la normale. Il reprend ses habitudes sur son canapé rouge. On s'est étonné en septembre dernier qu'il puisse tomber malade. Pas lui, qui semblait inoxydable. Son rétablissement est phénoménal. Il revient de loin, il est passé tout près de... Voilà. Sa carrière l'est tout autant. Il fait partie de la vie des Français depuis 57 ans. 57 ans. Il débute comme journaliste à l'ORTF, au temps du Général de Gaulle, je ne me trompais pas. Il y a alors que 2 chaînes en noir et blanc et pas encore de pub. C'est l'époque des pionniers. Léon Zitrone, Georges Decaune, Pierre Desgroupes. Drucker est toujours là. Drucker écrit encore Le Parisien, a tout traversé. L'explosion de la télé, la privatisation, la concurrence des nouvelles chaînes, du câble, du satellite, de la TNT, l'éruption de YouTube, de Netflix. Je rajoute Twitch. Ouais. Quel est son secret? Étienne Moujotte, l'ex-patron de TF1, qu'il connaît bien, le décrit comme très attentif à soigner sa relation avec son public. Il fait super attention à ce qu'il dit, Michel Drucker. Oui, il essaie de ne pas fâcher. Ouais, il fait beaucoup plus attention que moi, par exemple. Il y a aussi cette façon de mettre à l'aise les artistes dans leur diversité ou les politiques de tous bords, toujours bienveillants, jamais clivants. Drucker, ami d'enfance de Sadi Carnot. Vous êtes bête. Vous êtes bête. Quelqu'un qui me dit... il y a des commentaires intéressants. Il y a Nix
qui me dit je confonds toujours avec Laurent Ruquier. Mais non. Drucker, symbole de la télé, me dit Valois. Bah ouais, je remonte un petit peu les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Le problème, c'est pas Michel Drucker. Ah, bah voilà, ça, on prend un petit peu plus de hauteur. Le Keaton et Kitchen nous dit le problème, c'est pas Michel Drucker, mais la programmation globale qui fait que les trentenaires comme moi ne se retrouvent pas dans la télévision. Ouais, ok, là, c'est pertinent, d'accord. Là, c'est un autre. Alors, on rigole, ça c'est cool. Michel Drucker a appris à marcher à Jeanne Calment, nous dit Carios34. Oh, je kiffe. Drucker a eu quelle maladie? Je vais vous l'expliquer. Voilà. Pour Mister Tran, de quel boulot il tape la discute avec ses potes tranquille. Alors, si tu penses qu'une émission de télé, c'est juste taper la discute avec ses potes tranquille, eh ben, tu sais quoi? Envoie un CV à France Télévisions, dis bonjour, je veux remplacer Michel Drucker pour taper la discute avec mes potes tranquille. Tu viendras peut-être passer un casting, puis peut-être que ça le fera ou ça le fera pas. Je pense que ce métier est un petit peu plus compliqué. Je crois. Voilà. L'important, c'est qu'il soit heureux. Ok. Mais c'est intéressant, en tout cas. Je vois que vous n'êtes pas indifférent. Ce serait bien de l'avoir ici pour qu'il évoque tous les souvenirs. Ah, Michel Drucker sur Twitch. Ben, pourquoi pas. Voilà. Drucker immortel comme la reine d'Angleterre. Le prochain Drucker, Mouloud Achour. Eh ben, pourquoi pas. Le super talentueux Mouloud Achour. Je vais dire Michel Achour. Ce serait drôle. Voilà. Ah, allez, un argument contre le mien, et donc intéressant. Crusader, 1000 Paris. On se plaint du non-renouvellement du personnel politique, et on ne devrait pas plaider dans le sens d'un renouvellement des animateurs télé. Je ne suis pas d'accord du tout avec vous, Samuel. Alors j'entends ton argument, mais je ne suis pas d'accord avec le tien. Quel rapport entre le non-renouvellement du personnel politique, là on parle du non-renouvellement aussi des idées politiques, et le non-renouvellement des animateurs télé? Moi je pense que Michel Drucker, il a son âge, mais il est plus jeune que pas mal de jeunes animateurs dans sa tête et dans sa façon de suivre l'époque. Voilà. Mais après, ça n'est que mon avis. Et vraiment, je ne vous l'impose pas. Voilà. De même que personne n'est obligé de regarder Michel Drucker. Hein? Donc voilà. Mais il y a suffisamment de monde pour le regarder pour qu'il ait sa place à la télévision. Drucker, on y va, on va pas y passer toute la matinée, dit « Je suis une ancienne voiture avec un moteur neuf ». Déjà, il a beaucoup d'humour. Et donc, il a accepté de répondre aux questions de nos lecteurs. Extrait de l'article. Ça va? Vous m'avez pas trouvé trop carbonisé? S'inquiète faussement Michel Drucker. Après plus de 2 heures d'entretien face à nos 6 lecteurs, c'est tout l'inverse. L'animateur vedette de France Télévisions en rajoute même une couche. Une fois lancé sur les imitations de Johnny Hallyday, impossible de l'arrêter. Je n'ai rien dit pendant 6 mois, alors je me rattrape. Je crois que c'est un homme qui adore échanger, en fait, qui est curieux des autres. Je crois que c'est une des meilleures définitions qu'on pourrait donner de lui. À part les médecins, vous êtes les premiers vivants que je vois. Voilà ce qu'il dit au lecteur du Parisien. Alors, il raconte, quelqu'un me dit, mais c'est quoi les soucis de santé qu'il a eu? J'ai subi une cascade de pépins, il est même soft. Hein. Une bactérie a infecté une partie de mon cœur, la valve mitrale, la jambe. En fait, il a failli être amputé, hein, il ne le dit pas, mais voilà. J'ai eu un triple pontage et j'avais aussi des petits signes d'AVC. Bon, en fait, il a eu vraiment beaucoup de soucis. Et puis, il s'en est sorti. D'après ses médecins, il a super vite récupéré. Sans doute parce que vous savez que c'est un grand sportif, fan de vélo notamment. Un lecteur, Eric, lui demande « Qu'est-ce qui vous incite à prolonger ?» Là, on est dans le cœur du système et de la philosophie de Drucker. Je n'ai pas tout... Écoutez bien. Je n'ai pas tout dit et je peux encore m'améliorer. Voilà. Quel âge il a, Michel Drucker? Quel âge il a, Michel Drucker? Ah, ils ne le mettent pas en une, pourtant c'est une info quand même. Il a quel âge, Michel Drucker? 78? 78? À 78 ans, Michel Drucker, il dit « Je n'ai pas tout dit et je peux encore m'améliorer. » Je peux encore m'améliorer. 78 ans. J'étais à la télévision depuis 30 ans lorsque François Mitterrand m'a remis la Légion d'honneur. Il a demandé à ma mère si elle était fière. Elle lui a répondu « Oui, Monsieur le Président, j'espère que cette décoration sera un encouragement à progresser enfin. » 30 ans de métier et sa mère dit ça au général de Gaulle. À François Mitterrand, voilà. Et il dit « Je travaille tout le temps. » Voilà, respect. Le mec, il est dans le métier, dans le game depuis général de Gaulle, et il dit il faut encore que je progresse. Elle est pas cool cette philosophie, hein? Voilà. Bon, moi je dis bon retour, Michel Drucker. Voilà. Ça, c'est intéressant aussi. Parisien, page 5. Ce qu'ils feraient s'ils étaient au pouvoir. Ting, ting, ting. L'opposition critique, et c'est son rôle, et c'est ça en démocratie, l'action du gouvernement. Mais est-ce qu'il ferait mieux? Évidemment, c'est la question que tout le monde se pose, notamment en vue de la prochaine présidentielle, par exemple, 2022. Qu'est-ce qu'ils feraient s'ils étaient au pouvoir dans la crise sanitaire? C'est le Parisien
qui a posé la question à Jean-Luc Mélenchon, à Julien Bayou, Olivier Faure, Christian Jacob, Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, respectivement, pour les Insoumis, pour Europe Écologie Les Verts, pour le PS, pour LR, la droite républicaine, Debout la France et le Rassemblement national, bien sûr. C'est intéressant. Le Parisien écrit « La gestion de la pandémie par le gouvernement est largement critiquée. Mais s'ils étaient aux commandes demain, que feraient les autres partis? Nous leur avons demandé. » Moi, je dis bravo. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans cette image. Ah oui, oui, mais ça, c'est... Oui, vous avez ça, c'est vrai qu'on progresse tout doucement sur la parité en politique et j'espère que ça va progresser encore plus. Alors, les solutions proposées par ses opposants. Acheter d'autres vaccins. Le président a dit qu'il fallait vacciner matin, midi et soir. On a vu que les vaccins, ils n'étaient pas là tout à l'heure dans la presse régionale. Mais comment la France peut-elle vraiment le faire? La France manque de doses. Comment faire pour accélérer la campagne? Des insoumis au RN, en passant par les écologistes, ils sont nombreux, par exemple, à inciter le gouvernement à ne pas refuser le vaccin russe Sputnik V. Pour des raisons sans doute diplomatiques, il est mis de côté, ce vaccin russe. Voilà. Les Européens occidentaux rechignent à en appeler un vaccin russe pour des raisons qui sont assez claires, diplomatiques et géopolitiques. Certains le regrettent. Améliorer la logistique. À LR comme au RN, on explique qu'il faut confier la gestion de la campagne vaccinale au ministère de l'Intérieur ou encore à celui des Armées, bien plus rodé en logistique que le ministre de la Santé. Que le ministère de la Santé. Proposition. Il faut construire des hôpitaux éphémères, propose encore l'opposition. C'est Christian Jacob, donc LR, pour qui il faut construire des hôpitaux éphémères comme en Israël et au Royaume-Uni. Encore une fois, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on ne manque pas de bras pour vacciner, pour piquer, pharmaciens, pompiers, médecins libéraux, hôpitaux, les centres, dans les mairies. On manque de doses. Alors, je ne pense pas que ce soit en mettant l'armée. Aujourd'hui, le constat qu'on fait en France, c'est que ce n'est pas un problème de logistique, c'est un problème, c'est qu'on n'a pas les vaccins. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, donc l'armée, je ne suis pas sûr qu'elle changerait quelque chose. Jouer sur les vacances. Vous connaissez la proposition de Valérie Pécresse en Île-de-France d'allonger les vacances de Pâques de 15 jours, fermer les écoles 15 jours, les avancées de 15 jours. Les socialistes favorables à ce que les écoles restent ouvertes appellent à la distribution massive de masques et de tests salivaires de la maternelle au lycée et à jouer, donc ça rejoint la proposition de Valérie Pécresse, c'est intéressant, de la part des socialistes, sur les dates des vacances scolaires pour freiner l'épidémie. Voilà. Les insoumis, eux ont dégainé une idée plus inédite, mettre en place une société organisée par roulement, par rotation, travail, transport, magasin, de sorte que tout le monde ne soit pas au même endroit au même moment. C'est la première fois que je vois cette idée évoquée. Une société par roulement. Voilà, on ne va pas tous travailler au même moment ensemble, on ne va pas tous dans les magasins au même moment. Bon, alors est-ce que c'est facile à organiser? Ça, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, c'est nouveau. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'une grande partie de l'opposition est d'accord pour rouvrir les lieux de culture. Si personne ne s'oppose au confinement, tous proposent la réouverture des lieux de culture avec des protocoles sanitaires adaptés. Ça, c'est intéressant puisque c'est l'un des reproches qui est fait à l'exécutif. Voilà. Je regarde un petit peu vos commentaires. Bon, ça, je vous en ai déjà parlé. Et là, on en sait un peu plus. On a fait le constat ensemble dans un article il n'y a pas longtemps que la France était un peu à la traîne dans le traitement dit des cold cases, les affaires judiciaires classées, et les meurtres notamment, dont on n'a pas trouvé de coupable. On est un peu à la bourre là-dessus, voire beaucoup. On ne sait pas bien faire en France, par rapport aux États-Unis par exemple. Et il y a un rapport, ça y est, qui vient d'être publié. Donc on l'a ici dans le Parisien, dimanche, page 13 ce matin. On a le rapport, 26 mesures pour réchauffer les cold cases. Le groupe de travail sur les affaires non élucidées, un cold case en bon français, les affaires non élucidées, vient de rendre son rapport. Sévère avec le fonctionnement actuel, il préconise plusieurs points pour traiter efficacement des affaires. Alors, quelles sont les infos par rapport à ce rapport? Est-ce qu'on peut vraiment améliorer le traitement des cold cases en France? Jacques Dallest, le procureur général de Grenoble, c'est lui qui a dirigé pendant 1 an et demi quand même, ça ne s'est pas fait en 2 jours, un groupe de travail composé de policiers, de gendarmes, de magistrats, d'un avocat. Sur ce thème, l'objectif, c'est donner à la justice française des clés, des outils pour résoudre ces affaires qui prennent la poussière dans les tribunaux. 26 mesures, c'est pas rien. Alors, quelques-unes rapidement. La première, pour combler un vide patent en France, l'incapacité à établir le nombre de cold cases en France. Pour résoudre les cold cases, déjà, faut
faut les définir. Il faut dire on a tant d'affaires non classées en France. Voilà. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ce regroupement. Donc, première proposition, la mise en place d'un bureau des enquêtes criminelles cold case, chargé de recenser toutes les affaires restées insolubles et de créer une véritable mémoire criminelle. Autre préconisation, regrouper les procédures dans 8 pôles dédiés en France, des pôles régionaux en fait, avec des magistrats formés spécifiquement au cold case, en pleine série là. Création d'un site internet, pourquoi ? Un site internet recensant les affaires non élucidées. Pourquoi ? Alors dans ce site internet, il y aurait une rubrique consacrée aux disparitions d'enfants par exemple, on mettrait des photos de la victime, on mettrait les circonstances de sa disparition, on mettrait les coordonnées du service d'enquête sur cette page internet, et ce seraient des éléments susceptibles de faire revivre des affaires oubliées, de susciter de nouveaux témoignages. Voilà, vous vous promenez sur le site, vous voyez un visage, ça vous dit quelque chose, puis vous pensez à quelque chose que vous avez vu, entendu, et voilà, et vous appelez les services d'enquête compétents, c'est l'idée. On continue. Autre proposition, chercher le renseignement où il se trouve, en prison. Les détenus y vivent, ils parlent de leurs exploits, peut-être aussi parfois de leurs regrets. L'idée d'un calendrier, alors ça, on l'a vu à l'étranger, recensant 52 cold cases que l'on distribuerait aux détenus de France. Donc c'est un calendrier qu'on distribuerait aux détenus, voilà, avec des photos, des affaires en fait. L'idée vient des Pays-Bas. En échange d'informations, les prisonniers peuvent y bénéficier de réduction de peine. On donne le calendrier, chaque semaine une affaire. Et à un moment, le prisonnier se dit « Ah oui, mais ça me dit quelque chose, j'ai entendu bidule en parler ou reconnaître quelque chose. » Et en échange d'une réduction de peine, eh bien, je vais témoigner. Conclusion de l'article. Dans le système actuel, enquêteurs et magistrats ne peuvent enquêter que sur les faits. Ça, c'est une autre proposition. Pour les faits pour lesquels ils sont saisis, le groupe de travail propose la création d'un nouveau cadre juridique qui permettrait de s'extraire des faits eux-mêmes pour centrer les investigations sur leur auteur et parcours criminel, s'étendant sur plusieurs années, plusieurs régions. Simplement expliqué, aujourd'hui, un juge ne peut se saisir que d'une affaire de meurtre, par exemple. Il ne peut pas s'auto-saisir de la personne d'un criminel pour, dans le temps et dans l'espace, l'histoire de cette personne et ses déplacements, voir s'il n'a pas commis d'autres crimes. Voilà. Et le rapport propose cela. C'est vachement intéressant, quoi. Voilà. Je vois que cette histoire de dénonciation en prison, là, ça provoque beaucoup de réactions. Je m'en doutais un petit peu. Ça me doute. Alors, bon, ça c'est pour le Parisien. Et, voilà, le gros morceau du jour, là. Je fais ça, j'ai pas trop d'auréoles, parce que c'est toujours dangereux, ça. Ça va. Bon, c'est le gros morceau du jour. Enquête sur le vote Le Pen. Qui sont les électeurs du ex-FN, de l'actuel RN? Qui sont ces électeurs? Pourquoi ils votent RN? C'est une enquête passionnante. C'est un sondage, en fait. Ouais, ça a surgi d'un coup. Ouais, oui, ça a été un peu... c'est qui? Alors, je sais pas si c'est vous, je sais pas si c'est pas vous, voilà. Mais il y a une enquête vachement intéressante qui permet de cerner, de comprendre aussi la motivation du vote RN. Eh ben moi j'ai appris plein de trucs. Bon, le dernier rapport sur la sociologie des électeurs du FN à l'époque, je l'avais lu au début des années 80, quand j'étais dans le cadre de mes études. Et là, c'est la deuxième fois que je vois un truc un peu de fond comme ça, qui nous parle des électeurs du RN. Alors, avant de partir sur ce sujet un petit peu chaud, j'ai le droit à un petit café. J'ai le droit. Super mauvaise stratégie, j'ai fait un demi-thermos. Il est déjà terminé, il est trop petit celui-là. Bon, enquête sur le vote Le Pen. Les motivations des électeurs du RN, leur vision de la France et une interview du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Elle ne travaille pas, elle ne fait que mentir, elle est en première page. Alors voyons tous ces chiffres qui nous disent plein de choses. Qui vote RN et pourquoi? Sondage IFOP fiducial pour le JDD et Sud Radio. Déjà, 35% des Français disent avoir déjà voté en faveur du RN, une fois ou plusieurs fois. Alors, il y a plein de chiffres, et franchement, souvent les chiffres, on dit ouais, bon d'accord. Ouais. Bah là, chaque chiffre, pour moi, il est intéressant, il éclaire un peu le pourquoi, du comment, du vote
RN. Le vote RN, premier constat, exprime d'abord, c'est à gauche, en haut à gauche, un mécontentement. Pour quelle raison avez-vous voté déjà pour une liste des candidats du RN? 29% en tête, parce que vous souhaitiez exprimer votre mécontentement à l'égard des autres partis politiques. 16% seulement, finalement, parce que vous partagiez le constat que ce parti fait sur l'état de la France. 14% seulement, parce que vous adhériez aux idées et solutions sur l'immigration de ce parti. 6% seulement, parce que vous adhérez aux idées et aux solutions économiques et sociales que ce parti propose. 7% seulement, parce que ses dirigeants vous semblent les mieux à même de gouverner le pays. 3% seulement, parce que vous appréciez la personnalité de sa présidente Marine Le Pen. Là, on questionne les gens qui ont déjà voté pour le RN. Et qu'est-ce qu'on voit? Pour l'essentiel, c'est d'abord un vote de mécontentement. On l'a déjà entendu là, mais là, ça se mesure. Et pas tellement pour une adhésion aux idées ou aux personnes. Ça fait réfléchir. Donc c'est plus parce qu'ils ne se retrouvent pas dans l'offre politique ailleurs, c'est plus un vote de mécontentement qu'un vote d'adhésion. C'est intéressant en soi. Voilà, bon. Après, si vous ne vous retrouvez pas dans les autres partis, est-ce que vous êtes obligé de voter pour le RN? Ça, c'est une autre question que je pose comme ça, que je lance à la cantonade. Alors, on continue. Regardez en haut à droite. Le choix du RN est surtout un rejet. Lorsqu'il vous arrive de voter pour le RN, est-ce plutôt par rejet des autres partis? 65%, ça a progressé de 5 points là. Voilà. Et est-ce que c'est par adhésion à ce parti? 35% seulement, ça baisse de 5 points. L'image de Marine Le Pen en bas à gauche. Est-ce qu'elle a une bonne image, Marine Le Pen? A priori, on dirait que oui, puisque elle est candidate. Elle l'a annoncé, c'est une des premières à être partie pour la prochaine présidentielle. On l'annonce déjà au deuxième tour, donc on se dit, oui, elle a une bonne image. C'est pas du tout ce que mesure cette étude. L'image de Marine Le Pen se dégrade. Ces traits d'image s'appliquent-ils plus ou moins autant à Marine Le Pen qu'aux autres responsables politiques? C'est la question. Est-ce qu'elle appliquera son programme si elle remporte l'élection présidentielle? Il n'y a que 27% des gens, là c'est l'ensemble des Français qui se prononcent cette fois, c'est plus les électeurs. Il n'y a que 27% des Français qui pensent qu'elle appliquera son programme. Est-ce qu'elle va protéger des gens comme vous? Il n'y a que 20% des gens interrogés qui le pensent. Est-ce qu'elle est sincère? Il n'y a que 19% à le penser. Est-ce qu'elle est honnête? Il n'y a que 16% des Français interrogés à le penser. Est-ce qu'elle est compétente? Ils sont que 16% à le penser. Est-ce qu'elle a la stature présidentielle? Ils sont que 16%. Donc l'image n'est pas terrible. En revanche, l'image du parti, du Rassemblement national, s'améliore. En bas à droite, on y va. Est-ce que c'est un parti d'extrême droite? C'est toujours tous les Français qui sont interrogés. Est-ce que c'est un parti d'extrême droite? Moi, souvent, je dis l'extrême droite. Quand je parle du RN, je dis le parti d'extrême droite. Puis certains, ici ou ailleurs, me disent ouais, c'est pas l'extrême droite, le RN. Moi, je dis que par son histoire, le RN, il n'est pas né là. Il vient du FN, il vient d'une histoire. Jean-Marie Le Pen, les gens confondaient ce parti par son histoire, par ses prises de position, par ses discours, par ses dérapages parfois, par les condamnations de certains de ses membres pour incitation à la haine raciale. Moi je dis, ça n'engage que moi, que c'est un parti d'extrême droite. Voilà. 74% des Français le pensent aussi. Est-ce que c'est un parti raciste? Oui pour 62%. Mais ça baisse. Il y a moins de gens qu'avant pour le penser. Est-ce que c'est un parti dangereux pour la démocratie? Oui pour 58%. Mais ça baisse, moins 4 points. Est-ce que c'est un parti capable d'avoir une vision d'avenir pour la France? 45% et ça monte, plus 5. Est-ce que c'est un parti capable de gouverner la France? 42% et ça monte. Est-ce que c'est un parti honnête? 41% et ça monte. Image dégradée de Marine Le Pen, image qui s'améliore de plus en plus pour le parti. Voilà. On continue. Vous voyez que c'est intéressant quand même. Je vois qu'il y a peut-être des sympathisants du RN. Voilà. Mais non, un sondage IFOP pour le JDD et Sud Radio, on est censé croire ça. C'est un sondage. Après, tu es peut-être quelqu'un qui est un peu adepte des thèses complotistes. Tu penses que les chiffres sont manipulés pour nous cacher l'irrésistible progression et sympathie de ce parti. Je ne sais pas. Je ne fais que lire le sondage. Sud Radio, je ne sais pas si tu as écouté Sud Radio. Au niveau de l'antenne, il donne assez facilement la parole à ce parti. Je ne sais pas si tu écoutes bien Sud Radio, mais on ne peut pas dire que ce soit grosse radio de gauchiste. Je sais pas si tu as écouté Sud Radio récemment? Je sais pas. Tu as bien écouté? Tu devrais. Peut-être que ça va te plaire si tu es un petit peu sympathisant du RN.
Je dis ça, je dis rien. Société, économie, politique, ce qui différencie les électeurs du RN. Ah bon, qui sont les électeurs du RN? Qu'est-ce qu'ils pensent? Voilà. Eh bien, il y a parfois de grosses différences avec le reste des électeurs. Par exemple, quand on interroge les Français et qu'on leur demande est-ce que la France est en déclin, 75% des Français pensent que la France est en déclin. 91% des électeurs du RN. Est-ce que les médias diffusent le plus souvent des fausses informations? Bah oui, les sondages truqués, par exemple, dont on vient de parler. 64% pour les Français, 77% pour les électeurs du RN. Ok, tout est logique. Est-ce qu'on se sent en sécurité nulle part? Vous êtes d'accord avec ça? 62% des Français le pensent, 81% des électeurs du RN. On continue. Est-ce que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment? 56% des Français le pensent, 66% des électeurs du RN. Autre différence. Est-ce qu'il faut rétablir la peine de mort aujourd'hui en France? 49% des Français disent oui, 70% les électeurs du RN. Est-ce que la France doit maintenir sa tradition d'accueil des réfugiés? 48% des Français, 25% seulement des électeurs du RN. Jusque-là, c'est normal. Voilà. Est-ce qu'il y a trop de liberté en France? Tiens, c'est intéressant ça. 44% des Français pensent oui, 57% des électeurs du RN pensent qu'il y a trop de liberté en France. Voilà, donc voilà, ça c'est les différences. 49% la peine de mort, c'est quoi ce sondage? Oui, alors il y a Takutoshin, je crois, qui est très surpris. Rappelons que quand on fait des sondages sur la peine de mort en France, on trouve régulièrement une majorité de Français qui sont pour le rétablissement de la peine de mort. Je vois que ça vous surprend. Allez chercher, faites un petit Google sur les sondages ces dernières décennies sur le rétablissement de la peine de mort en France. Régulièrement, vous trouvez des majorités de Français qui sont pour le rétablissement de la peine de mort. Donc soyez pas surpris par ce chiffre de 49%. Souvent, c'est même au-delà. Voilà. C'est une décision politique qui a été prise par les gens qui ont porté l'abolition de la peine de mort, François Mitterrand, Badinter. Mais ces dernières années, voilà, quelqu'un me dit, Damien, j'ai vu 52% il y a quelques temps. On sait que si on posait la question aux Français, si on faisait un référendum sur la question, on pourrait avoir une majorité de gens qui disent qu'il faut rétablir la peine de mort. Donc vous êtes très surpris, c'est parce que vous n'avez pas vu les sondages sur la question depuis 1980, depuis l'abolition de la peine de mort. Alors, et un dernier article là-dessus. Ne pas oublier que si Mitterrand était passé par référendum, la loi portée par Badinter n'aurait jamais été votée, nous rappelle Nicolas. Exactement. Mais certains, manifestement, n'avaient pas conscience de ça. La peine de mort, elle est derrière nous parce qu'elle n'est plus appliquée depuis longtemps. Mais bizarrement, il y a une vraie différence entre cette décision politique et ce qu'on pensait longtemps, les Français, voire pensent encore aujourd'hui. Mais je vois que pour certains, eh bien, ça a un peu surpris. Voilà, mais c'est comme ça. On conclut, je crois. Pas tout à fait, il y a encore des choses. On avance avec cet article d'Hervé Gattegno, grand spécialiste de politique. Le RN avance, elle recule. C'est la même chose que ça, vous voyez, avec une image de Marine Le Pen qui se dégrade et l'image du RN qui s'améliore. Analyse d'Hervé Gattegno, voilà, qui a une vision assez intéressante en général. Un parti extrémiste et protestataire qui a pourtant réussi à s'installer dans la vie politique. L'image du RN qui se dégage à la lecture de l'enquête se résume dans ce constat paradoxal. Le vote RN se diffuse peu à peu dans toutes les couches de la population. Comme ça, là. Hein. Seule différence notable, les diplômés de l'enseignement supérieur y sont moins nombreux qu'ailleurs. 8%, 18% parmi les autres partis. Pour autant, les motivations de ces électeurs restent guidées par la frustration, par la colère. 65% ont agi par rejet des autres partis. Bon, ok, on l'a vu ensemble. En ce sens, le RN est toujours vu comme un parti d'énervement davantage que comme un parti de gouvernement. Alors la question, c'est est-ce qu'un parti d'énervement peut prendre le pouvoir en France? Pourquoi pas sur une élection? Tout est possible. C'est comme sur un match de foot. A l'inverse, la personnalité de Marine Le Pen est moins bien notée qu'il y a 4 ans sur tous les plans. La sincérité, la compétence, la stature, on l'a vu. Cette évolution contredit les analyses souvent brandies sur sa présidentialisation et le souvenir prétendument effacé de son duel télévisé calamiteux, vous vous en souvenez peut-être, de 2017, face à Emmanuel Macron. D'évidence, il en reste des traces. Conclusion d'Hervé Gattegno, selon notre étude, un tiers des Français souhaitent aujourd'hui sa victoire, mais seulement 28% en font le pronostic. Solidement campée à la tête de son appareil, déjà en campagne à un an du scrutin, Marine Le Pen est peut-être devenue un handicap pour son propre parti. Voilà.
Alors, bon, après, il y a un article sur le en même temps de Marine Le Pen, la difficulté pour Marine Le Pen de rester anti-système, de rester une critique radicale du système pour agglomérer le vote des mécontents, et en même temps d'être de plus en plus présidentiable, hein. C'est résumé par voilà, ce début de l'article de Robin d'Angelot. C'est le positionnement contradictoire, aujourd'hui assumé par Marine Le Pen, à un an de la présidentielle, une stratégie qui, dans l'histoire, dans l'esprit de la candidate et présidente du RN, doit permettre de la porter à la fonction suprême au risque du grand écart. Enfin, c'est extrêmement compliqué pour Marine Le Pen en ce moment de à la fois se présidentialiser et de devenir moins sulfureuse et en même temps de garder le vote extrémiste et contestataire. Stratégie gagnante, perdante, rendez-vous dans un an. Et puis, alors une interview pour finir là-dessus, puisque le JDD a donné la parole à Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, hein, le ministre de la Justice, qui est en mode combattant contre le RN, voilà, et qui ne le cache pas. Je veux démontrer que le projet du RN est une imposture. Voilà, le garde des Sceaux recense les mensonges de Marine Le Pen. Il dit quoi? Il dit le RN a une histoire, que je n'oublie pas. Il s'inscrit dans la lignée de Maurras, de Vichy. Il reste entouré par ce qu'on appelle la fachosphère. Il soutient les identitaires. Voilà. Donc, pour lui, c'est un parti qui n'est pas comme les autres. Il parle aussi de son logiciel face à Madame Le Pen, qui est celui de la vérité face au mensonge. Il parle d'un projet qui est une imposture politique. Les journalistes lui demandent, mais vous dites vous-même qu'elle refuse de débattre avec vous. Comment faire pour lui répliquer? Et lui répond, Madame Le Pen me cite à longueur de discours, mais refuse étrangement le débat. Je ne la croise guère à l'Assemblée où elle passe 2 minutes, fait ses annonces puis file. Elle est en perpétuel délit de fuite. Je comprends que le débat l'inquiète. Sa prétendue dédiabolisation n'est que cosmétique. Le journaliste évoque le débat entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin à la télé, que vous avez peut-être vu. Au cours de cette émission, répond le garde des Sceaux, tous les chiffres qu'elle a donnés sur la délinquance comme sur l'immigration étaient faux. C'est un problème, non? On peut se tromper dans les chiffres, mais depuis le temps qu'elle est obsédée par ces sujets, elle pourrait les connaître. Ses solutions sont aberrantes. Elle prétend renvoyer les délinquants étrangers dans leur pays d'origine. Quand on lui fait remarquer que les pays en question ne sont pas d'accord, elle répond « je les convaincrai ». Comme si personne n'y avait pensé avant. Elle, ajoute le ministre. Elle aspire aux plus hautes fonctions, mais elle ne travaille pas, elle ne fait que mentir, ajoute Éric Dupond-Moretti. Et puis, fin de l'entretien. À un an de la présidentielle, l'idée monte selon laquelle nombre d'électeurs de gauche refuseraient de choisir en cas de duel Macron-Le Pen. Qu'en dites-vous? Au secours, il répond. En 2015, j'ai été écœuré qu'une partie de la droite prône le ni-ni aux élections régionales, renvoyant dos à dos le FN et le PS. Je suis sidéré qu'une partie de la gauche se perde en osant à son tour dire ni-ni. Ne pas choisir, c'est être complice. Voilà. Dossier dans le JDD sur où en est Marine Le Pen, où en est le RN aujourd'hui. C'est assez intéressant. Un mot de la crise sanitaire, avec une autre interview exclusive. C'est le président Macron qui s'est confié, c'était vendredi, je crois, au journal du dimanche, qui publie aujourd'hui l'interview, et il dit « J'assume totalement ». Alors, bon là, on parle de la crise sanitaire, bien sûr. Lisons, ça va aller assez vite, où en est le président Macron par rapport à sa réflexion sur la crise sanitaire. Pardon, j'ai pas beaucoup dormi encore. Alors, certains, au début du stream, me disaient, bon, qu'est-ce qui va être annoncé cette semaine? Qu'est-ce qui va être annoncé cette semaine? Est-ce qu'on va avoir un reconfinement mercredi? Voilà, bon. Écoutez ce qu'en dit le président Macron. Démentant les rumeurs d'un tour de vis déjà programmé face à la progression de l'épidémie, le chef de l'État a assuré vendredi soir au JDD, donc c'est Macron qui parle, hein, le président Macron, pour les jours qui viennent, nous allons regarder l'efficacité des mesures de freinage et nous prendrons, si nécessaire, celles qui s'imposent. Mais pour l'heure, rien n'est décidé. Pour l'heure, il n'a pas l'intention de modifier son choix de ne pas reconfiner, fait le 19 janvier et maintenu la semaine dernière sous la formule freiner sans enfermer. Bon, ça c'est la vérité de vendredi soir. Est-ce que mercredi, il y aura une autre vérité? C'est possible. Fille des inquiétudes exprimées par nombre d'épidémiologistes. Que dit le président Macron par rapport aux inquiétudes des médecins, des épidémiologistes qui depuis des semaines disent mais il faut reconfiner, il fallait reconfiner, c'était la seule façon, on est passé à côté du truc là. Il répond. L'unanimité scientifique n'a jamais été au rendez-vous. Parfois, les faits du lendemain viennent contrecarrer les certitudes de la veille. Certains nous disaient en février, vous allez prendre le mur, c'est vrai. On ne s'est pas pris le mur, on a pu éviter un confinement, on a tenu, grâce aux efforts des soignants et de tous les Français. Certes, avec un plateau haut, on rappelle qu'on a 250 à 300 morts par jour, hein, c'est ça le plateau haut. Parce que plateau haut,
plateau haut, c'est 250 à 300 morts par jour. Bon, pour pas oublier la réalité derrière les expressions. On a tenu grâce aux efforts des soignants et de tous les Français. Certes avec un plateau haut et une pression sur les services de réanimation. On a fait collectivement un énorme effort. On a pris des mesures proportionnées à la situation. Bon, donc pas de mea culpa, pas de regret. Pas question de changer de doctrine sur l'ouverture des écoles, par ailleurs, dit le président. La fermeture complète des écoles ne saurait être un tabou, mais elle doit demeurer un dernier recours. Même constance du président pour le choix de déployer le vaccin par catégorie d'âge. J'assume totalement notre stratégie. D'abord, vacciner les plus fragiles. Pour résumer de tout ça, voilà, pas de mea culpa, pas d'excuses, j'assume totalement. Je ne regrette pas ma politique. Bon, on verra mercredi ce qui est annoncé. Yo, on a changé d'heure, j'ai loupé le début, nous dit Tristan. Yo, Tristan, effectivement, moi-même j'avais un petit quart d'heure de retard, mais il est effectivement 11h09 dans la nouvelle heure, 10h09 dans l'ancienne heure. Je vois des commentaires sur Marine Le Pen. Parfois, il y a des choses... Parfois, il y a des sympathisants du RN qui viennent ici et puis qui me disent des choses qui sont pertinentes, mais et là, non. Super bien, un ST. non, donc désolé, pourtant, j'adore lire les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, parce que c'est comme ça qu'on progresse, puis là, non, en fait, pas le tien. Donc, tu peux faire mieux. Je suis sûr que tu peux faire mieux. Désolé. Mais oui, parce qu'il faut laisser aussi une deuxième chance aux gens. Bon. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, attendez, il reste un truc sur le président Macron. Sur les critiques contre l'Union européenne, quelqu'un me demande, c'est la dernière fois qu'on change d'heure. Article là-dessus tout à l'heure. Face aux critiques contre l'approche groupée choisie par les membres de l'Union pour s'approvisionner en vaccins, donc les critiques contre l'Europe, qu'est-ce que répond Macron? Il s'agace de la comparaison entre Paris et Londres. Certains expliquent que les chiffres de la vaccination constituent une ode au Brexit. C'est totalement faux. Dans quelques semaines, on aura totalement rattrapé les Britanniques, qui vont d'ailleurs dépendre de plus en plus de nous pour vacciner leur population. Et à l'été, nous serons le continent qui produit le plus de doses pour nous-mêmes, mais aussi pour pouvoir exporter. Le président assure, je pourrais tenir l'engagement pris à l'égard des Français de proposer un vaccin à tous les adultes qui le souhaitent d'ici la fin de l'été. Bon, promesse. Et bien sûr, on vérifiera si c'est tenu ou pas. Même si l'Europe, reconnaît le président, a été en retard au début de la campagne vaccinale, on est en passe de rattraper ce retard, de construire une capacité à être une grande puissance vaccinale. Il serait temps. 52 usines européennes seront mobilisées par notre programme pour fabriquer et enflaconner. À plus long terme, on y préparera des vaccins de deuxième génération qui permettront de répondre aux futurs variants. La bataille est loin d'être terminée. Donc l'Europe va rattraper son retard, dit le président. Je ne demande qu'à le constater avec lui dans quelques temps. Un petit peu de pub pour un confrère. Pour le 1 hebdo. Pour le 1 hebdo. En fait, c'est le 1 qui va devenir le 1 hebdo. Bon, ça, c'est un super journal, voilà, qui est assez récent, hein, le 1 qui a été lancé il y a quelques années par Eric Fotorino, notamment ancien journaliste du Monde, voilà, qui est quelqu'un de génial. Et alors le 1, c'est un... Voilà, je vois Laetitia, la journaleuse, excellent le 1. Champigny qui me dit, j'adore le 1. Le nom sonne pas terrible. Alors oui, justement, c'est drôle ce que tu dis... Takutoshin, décidément tes remarques sont pertinentes. Je t'ai cité tout à l'heure déjà. Oui, le 1, ça sonne un peu bizarre et du coup, il va changer un petit peu de nom, il va s'appeler le 1 hebdo. C'est plus doux, le 1 hebdo. Enfin, c'est pas que cosmétique, il y a des choses intéressantes qui vont changer. C'est le JDD qui nous en parle ce matin, regardez. Le 1 hebdo lance l'étape 2. Oula, c'est dur à dire. Le 1 hebdo lance l'étape 2. Pour ses 7 ans, ah ben voilà, il a 7 ans, le titre qui creuse un seul sujet par semaine, hein, c'est l'originalité du 1, hein, c'est un thème chaque semaine, là c'est la justice, c'était l'injuste, change sa une, son logo et son poster central. Alors pas ici, hein, ça c'est encore l'ancienne formule, ça va démarrer, est-ce que c'est la semaine prochaine? Ouais, c'est ça, à compter de mercredi. Et là vous avez avec la couleur jaune, là, la nouvelle une. Donc du 1 qui va s'appeler le 1 hebdo, avec une grande page centrale avec beaucoup d'infographies, comme ici, là. Ça va être assez intéressant. Alors lisons un petit peu cet article de Cyril Petit. 7 ans, 340 numéros, dans sa prochaine édition, mercredi, une qui bouge, c'est la première nouveauté, avec un logo plus gros, complété par le mot hebdo, le 1
hebdo. Voilà. Finalement, avec ce logo plus affirmé et plus gras, le journal trouve son vrai nom, décrypte Éric Fotorino, dont je vous parlais, cofondateur et directeur. Ce sera aussi plus facile de le prononcer, hein, on avait la remarque dans le chat, dans les revues de presse notamment. La revue de presse, voilà. Donc c'est plus le 1, c'est le 1 hebdo. Le 1 hebdo, le 1, c'est plus facile, ok. C'est bizarre d'ailleurs. Rappelons qu'en plus de se concentrer sur une seule thématique, le 1, chaque semaine, à lire en 1 heure. Ah, c'est drôle, je savais pas ça en 1 heure. Ça se lit en 1 heure, ok, d'accord. Le concept du 1 consiste à un journal composé d'une seule et immense feuille A1, 84 cm de long sur 59 cm de large, replié plusieurs fois jusqu'au format A4 pour faire la une. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très drôle. Attendez, je prends un petit peu de... Il me faut de la place là. Hein. Le 1, c'est ça. Feuille A4 et après vous dépliez. Et là, il faut de l'espace. Ok? Des deux côtés. Vous connaissiez? Voilà. Donc c'est un objet un peu atypique, mais vachement intéressant. Et en fait, le 1, vous le dépliez et vous avez de tous les côtés des articles. Donc c'est, au début, c'est un coup à prendre. Hein. Il y a United Z qui dit dans le métro, c'est top. Dans le métro, c'est chaud. Ouais. C'est un coup à prendre. Au début, puis en fait, après ça va. Mais c'est vraiment un beau produit d'information. Donc, rappelons de ces originalités. Donc, un thème, un format, voilà. Et puis, il y a des nouveautés qu'on vient d'évoquer à l'instant, le titre qui change un petit peu, puis c'est pas tout. Il y a une réinvention du poster central, ce que vous voyez en haut à gauche, là, le fait qu'on va avoir une grande page à l'intérieur avec beaucoup d'infographies, une fois par mois environ. Nous le présenterons comme une grande page d'encyclopédie avec moins de texte et où l'info passera d'abord par l'image, que ce soit une illustration d'art ou une infographie, il faut que ce soit beau et instructif. L'objectif assumé, c'est que le lecteur ait envie d'accrocher au mur cette page à la manière des planches illustrées qui ornent les salles de classe. Donc ça veut dire que vous pourrez faire des posters du 1 à la maison si vous êtes passionné d'actu. Troisième nouveauté, Éric Fotorino qui avait fait de la lecture sur papier un des fondamentaux de son projet, avec l'absence de pub. Vous n'avez pas de pub là-dedans, vous avez zéro pub. Hein, ça ne vit que de l'abonnement et que de la vente. Donc ça c'est une garantie d'indépendance. Ne voit plus le numérique d'un si mauvais œil, donc voilà, il va y avoir une déclinaison plus importante côté numérique. Voilà. Il est vendu combien? Bonne question. Hop, de German. Alors ça vaut 2,80 €, franchement. 2,80 € pour un truc, pour un thème comme ça chaque semaine. Voilà. Donc c'est vachement intéressant. 2,80 €. Ah oui. Il y a Milkio, c'est d'autres qui me disent là, ça aurait dû être 1 €. Ça doit être 1 €. Voilà. Mais l'abonnement est intéressant, c'est moins cher. Voilà. Pourquoi pas 1 €? Ah oui. Voilà, 99 € par an en papier plus numérique apparemment. Certains sont déjà renseignés. Voilà. 2,80 € recyclable en drap, écrit Ratus Gaming. Ouais, enfin quand on fait ma taille, ça fait une couette. Quand on fait ma taille, hein, quand vous êtes une taille un peu plus normale, un peu plus grande, c'est un petit peu insuffisant, ça vous fait ça fait une tête d'oreiller, quoi, on va dire. Quoi. Donc ça c'est super. Je dis c'est super, la preuve par l'exemple quand même, on va peut-être feuilleter un petit peu le 1. Donc la justice est-elle injuste? Bon, c'est un dossier un petit peu aride, hein, c'est pas le truc le plus folichon que j'ai lu aujourd'hui, mais c'est intéressant très sur dans quel état est la justice en France aujourd'hui. Qu'est-ce qu'en pensent les Français, les justiciables? Quel regard on porte sur la justice? Comment on peut l'améliorer? Beaucoup de choses. Et il y a notamment un article de Brice Teinturier, hein, qui est spécialiste des sondages, qui est directeur général d'Ipsos, et qui porte un regard vachement intéressant sur la justice aujourd'hui en France et le regard qu'ont les Français sur elle. C'est ce que je voulais partager avec vous. Un malaise et 4 reproches, c'est le titre de l'article. Brice Teinturier, c'est parti. La justice est une institution centrale de la démocratie. Elle est là pour faire respecter le droit et la loi, sans distinction de ressources, de naissance ou de position, et en ce sens participe de l'égalité des citoyens. La justice est également une valeur, et elle est de celles auxquelles les Français sont le plus attachés. La justice est donc ce qui s'oppose au règne de la force et qui met fin au cycle de la violence en cas de conflit. Voilà. La justice devrait donc être particulièrement chérie et respectée. Or, constate Brice Teinturier, c'est tout le contraire. Depuis des décennies, malgré les efforts répétés des gouvernements, de nombreuses réformes et des moyens alloués, certes insuffisants mais en rien négligeables, les Français estiment qu'elles souffrent
la justice, d'au moins 4 grands mots. 1. Sa lenteur. Donc, selon une enquête qui a été menée récemment, les délais de traitement, de jugement des affaires constituent le premier reproche adressé à la justice par 63% des Français. Deuxième reproche, la complexité et l'opacité de la justice qui engendre un déficit d'accessibilité. Le fonctionnement de la justice, tout simplement incompréhensible pour le commun des mortels, pour 82% des Français, selon l'enquête Ipsos. Voilà. Les procédures sont complexes, les distinctions, les diverses appellations, tribunal correctionnel, de grande instance, cour d'appel, de cassation, juge du parquet, du siège, intelligible, inintelligible pour les Français. Donc 1, lenteur, 2, complexité. 3, le manque de sévérité et d'efficacité. Et le troisième reproche adressé par les Français. N'oublions jamais que pour eux, la justice n'est pas assez sévère sur de nombreux sujets. Délinquance des mineurs, crimes sexuels, grand banditisme, affaires politico-financières. D'une manière générale, la demande d'autorité reste dans notre pays. Ah, on a perdu la tablette, je vous la remets quand même. Hop. C'est juste un faux contact. En général, elle gâte, voilà. C'est juste mes connexions qui sont pas au top. Voilà. J'ai un petit problème de câble management. Je suis pas au top. Mon épouse veut me mettre veut rationaliser tout ça. Je dis, laisse le bordel, ça marche bien aussi. Donc le manque de sévérité et d'efficacité. Sondage d'Ipsos, 88% des Français estiment que l'autorité est une valeur trop souvent critiquée. 55% selon ce sondage Ipsos des Français sont favorables au rétablissement de la peine de mort. Ça semblait surprendre tout à l'heure quelqu'un dans le chat que selon les sondages, une majorité de Français régulièrement disent on est favorable au rétablissement de la peine de mort. Ça vous surprend? C'est la réalité des sondages. Voilà, donc les Français ont besoin d'ordre et d'efficacité et de sévérité. Troisième reproche. Quatrième reproche, le manque d'indépendance de la justice. L'indépendance qui se joue à deux niveaux vis-à-vis du pouvoir économique. L'idée que la justice est plus indulgente avec les puissants, mais aussi vis-à-vis du pouvoir politique. L'indépendance fait l'objet encore de beaucoup de scepticisme. Seulement 45% des Français estiment qu'il s'agit d'une réalité. Les affaires Cahuzac, Fillon, Balkany, Sarkozy, pour ne citer que les plus récentes, n'ont donc pas véritablement modifié, écrit Brice Teinturier, ce sentiment d'une justice à deux vitesses, plus dur pour les Français lambda que pour leurs responsables politiques. Fin de l'article et conclusion avec une petite touche d'optimisme à la fin. Pour toutes ces raisons, près des 2 tiers des Français considèrent que la justice fonctionne mal en France et seuls 45% lui font confiance avec de fortes différences suivant les catégories professionnelles et leur sensibilité partisane. De nouveau, par exemple, 73% des sympathisants LREM ont confiance à la justice, voilà, mais seulement 21% au RN. On retrouve ces différences selon le vote partisan qu'on évoquait tout à l'heure à propos du RN. Conclusion, avec une touche d'optimisme à la fin, toujours important. Dans cet univers assez sombre, pour ce qui est et doit être un des piliers de la démocratie et de l'état de droit, il semble cependant que les jugements négatifs s'atténuent dans le temps. Nous ne disposons pas d'enquêtes régulières et homogènes, mais ceux qui estiment que la justice fonctionne mal, culminaient à 71% en 2011, il y a 10 ans, et sont aujourd'hui à 63%. Malgré tout, la volonté de renforcer les moyens à la disposition de la justice et de montrer que les politiques n'y échappent pas semble produire quelques effets, même si le chemin pour réconcilier les Français et la justice est encore long. Voilà. Donc ça, c'est le genre d'article qu'on lit dans le 1, un magazine qui va assez loin dans les analyses de l'actualité. Et ça fait du bien de prendre le temps, de prendre un peu de recul pour comprendre le monde dans lequel on vit. Ok. Bon. Qu'est-ce que j'ai pour vous encore ce matin? Je retourne à la tablette. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que l'équipe? Il me reste que l'équipe, ouais. Il me reste que l'équipe. Il me reste que l'équipe et on fera un petit raid après. 11h22, ouais, j'avais dit, on a commencé à quelle heure ce matin? J'avais dit 9h30, on a commencé en fait à 9h45. Donc on s'approche des 2h tranquillement. Ouais, c'est bon. Puis on fera un petit raid. On fera un petit raid sympa tout à l'heure aussi en fin de stream. Bon, certains au début du stream m'ont dit hey, est-ce qu'on parle de... Ah ouais, non, vous avez raison, il y a Philosophie Magazine. On commence par quoi? Avoir 15 ans, la nouvelle morale des jeunes, avoir 15 ans en 2021, ou est-ce qu'on commence par la F1? Philo, F1, philo,
Philo F1, philo F1. Ouais, c'est kiff bourrico. Et puis c'est vrai, quelqu'un me dit, ouais, mais tu avais parlé d'un article sur le changement d'heure. Ouais, c'est vrai. Attends, je vais te le retrouver. Est-ce que c'est la dernière année où on change d'heure? En fait, c'était dans la presse en région, et tout à l'heure, je l'ai zappé. Je vais essayer de le retrouver, je suis pas sûr, parce que j'en ai pas fait une capture d'écran. Je vais essayer de vous retrouver en direct live, parce qu'il faut vivre dans le danger. Cet article sur le changement d'heure, je sais pas si je vais pouvoir le retrouver. C'est où? Où est-ce que... Ah si, je l'ai retrouvé. Non, c'est intéressant. Est-ce que c'est la philo ou équipe? Finalement, aucun des deux. Bon, voilà. Allons-y. Tenez, regardez. C'est ça en fait. C'est une question importante quand même, parce qu'on est tous en train de se plaindre du changement d'heure. Là, j'ai la tête à l'envers, j'ai la tête dans le... Je sais pas où. Et c'est chaud quoi. Je pensais qu'il était 10h24, en fait il est 11h24. Voilà. Quelqu'un me dit il y a eu un vote des citoyens sur cette question. Mais oui, voilà. Corse Matin se pose la question, et se la pose bien. Changement d'heure, ce devait être le dernier. La France aurait dû conserver l'heure d'été de 2021, mais le Covid, voilà, vous avez la réponse, a reporté la décision. Alors on apprend quoi? Voilà, il y a une interview ici de Sabine Thilaï, qui est députée de l'Indre-et-Loire, qui explique tout ça. En fait, il y a eu un processus de changement, mais qui s'est arrêté en 2019. Je lis, et nous lisons. 2021 aurait dû marquer la fin du changement d'heure en Europe. Après une consultation publique, la France avait comptabilisé 2 millions de votes, et la majorité voulait rester à l'heure d'été, donc arrêter le changement d'heure. La réflexion autour de la fin du changement d'heure qui avait été lancée en Europe en 2018. Alors selon la députée là, qui est membre d'une commission qui a travaillé sur le sujet, c'est pour ça qu'elle l'a interrogé, le processus s'est arrêté en mars 2019. Voilà. En mars 2019. Pourquoi? Parce qu'en fait les Européens n'étaient pas d'accord. Voilà, c'est ça. Ouais. Chaque État membre doit choisir s'il veut garder l'une ou l'heure. Voilà, heure d'été, heure d'hiver. Il y a une majorité d'États comme nous, le Portugal ou la Pologne par exemple, qui sont prononcés en faveur de l'heure d'été. Le problème, c'est qu'il y avait des pays du Nord qui sont prononcés à l'heure d'hiver. Donc ça pose des problèmes, parce que d'une frontière à l'autre, autant de changements horaires, pour certains, c'est compliqué dans un espace qui se veut un peu commun, qui est l'Union européenne. Voilà. C'est écrit ici. L'adoption de changements va faire ressortir différentes problématiques qui seront propres à chaque pays. Tous les gens qui travaillent dans les régions transfrontalières ne peuvent pas observer d'un seul coup un décalage de 2 heures. Voilà. Cela aurait été possible si un État adopte l'heure d'hiver et son voisin l'heure d'été. D'où l'intérêt d'avoir des négociations approfondies afin que tout puisse être harmonisé. Il va falloir que l'on dispose aussi d'un avis scientifique, parce que la consultation reposait seulement sur l'avis de la population, avec une grande diversité entre les régions. C'est maintenant que le travail doit commencer. Donc pour résumer, pour ceux qui se posent la question de savoir si c'est la dernière année où on a le changement d'heure, j'ai l'impression que non. Ouais, en fait, moi, ça fait des années que je lis des articles en disant bon, c'est fini, c'est la dernière année, cette fois, on va arrêter de changer d'heure. Ça fait des années que je lis, ça n'arrive jamais. Voilà, c'est un peu mon sentiment là-dessus. C'est pas pour aujourd'hui. Bon, Philosophie Magazine, et on finit avec la Formule 1. Ou alors Formule 1 et Philosophie Magazine, je sais pas, j'hésite. En fait, ce dossier est super bien, donc on va finir avec. On va finir avec le meilleur. Je vous emmène voir la une de l'équipe ce matin, et puis on finit avec ce petit extrait de Philosophie Magazine, parce que c'est vachement intéressant. Voilà, on finira là-dessus. Moteur, c'est parti, ça chauffe, c'est parti pour la saison de Formule 1 et de MotoGP. Grand Prix de Bahreïn pour la F1, Grand Prix du Qatar pour MotoGP, avec les Français en première ligne, puisque Pierre Gasly en F1 est 5e à l'issue des qualifications, et le Français Fabio Quartararo, donc ça c'est pour ceux qui aiment la MotoGP, dont je suis 2e. Waouh, ça commence très très fort, c'est immense talent, mais il y a aussi Johan Zarco, l'autre Français, qui est pas loin derrière. Alors qu'est-ce qu'on lit à ce propos? Que la F1, que la saison de F1, il y a des fans de Lewis Hamilton, là je vois Milly, avec des petits cœurs, que cette saison pourrait voir peut-être un petit peu de changement. Vous savez que les dernières saisons ont été marquées par l'ultra-domination par Lewis Hamilton, qu'on évoquait à l'instant, ainsi que par le constructeur Mercedes. Et là, on attend beaucoup de ce monsieur qu'on ne reconnaît pas là, puisqu'il est sous son casque, Verstappen, Max de son prénom, au Max. Ah, j'avais pas vu le titre. Excellent. Verstappen au Max. Excellent. Au volant de sa Red Bull, le Néerlandais a signé la 4e pole
hein, première place au qualif de sa carrière, assez loin devant les 2 Mercedes d'Hamilton et de Bottas. La promesse d'une belle bagarre pour ce premier Grand Prix et la perspective d'une lutte pour le titre mondial. On espère effectivement une saison un peu plus disputée que les précédentes. Et l'équipe, et Frédéric Ferret qui écrit ce matin, on sait désormais que la Mercedes peut être battue. Ça, c'est assez nouveau. La démonstration de Max Verstappen depuis le début de ce week-end démontre que la RB16B, c'est le nom de code de la voiture, conçue pour affronter les flèches d'argent, Mercedes, possède enfin les armes pour répondre à l'impérialisme allemand, pardon, qui écrase depuis 7 saisons maintenant la F1. Donc on attend de la bagarre à suivre. Voilà. Il y a des spécialistes, là je vois incroyable Red Bull cette saison. Play Quartz, belle saison en perspective pour As aussi, me dit Nexodis. MotoGP supérieur à la F1, me dit Arteficier. J'aime bien aussi, moi. Quand j'étais jeune, je regardais beaucoup la F1, maintenant j'aime bien MotoGP. Voilà, de la F1, Verstappen, ok. Espérons que Quartararo puisse être plus régulier cette saison, me dit Funimats73, avec un titre au bout dans l'idéal. On en rêve tous d'un titre en MotoGP pour les Français. Hop, il est là, enchaînement parfait. Fabio Quartararo, avec, hop, c'est lui. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lui, c'est ce jeune homme-là. Voilà, c'est le jeune pilote français étonnant de talent. Tout le monde a estimé que c'était un peu la révélation de ces dernières années. Et puis, il a eu des hauts et des bas la dernière saison. Voilà, il le dit, j'ai trop pensé au regard des autres. Année 2020 marquée par des hauts. 3 victoires quand même, 3 victoires en Grand Prix. Et des bas, il a été 8e du championnat alors qu'à un moment il était en tête. Le pilote français ouvre sa saison 2021 ce soir au Qatar avec l'envie décuplée de gagner. Il y a du nouveau. Maintenant, il a une Yamaha officielle. Il a remplacé Valentino Rossi, il est pilote officiel. Donc, a priori, une moto encore plus compétitive. Donc, c'est à voir. Et objectif champion du monde. Il l'affirme dans l'interview. Là, j'ai regardé les temps des qualifs. Donc, on a en première ligne un Italien qui s'appelle Bagna, qui est un peu une révélation lui aussi. Nouveau pilote officiel Ducati. La Ducat qui manifestement est bien partie là pour cette saison. En tout cas, hyper rapide en ligne droite. Il se trouve qu'à ce Grand Prix de Doha au Qatar, il y a une grande ligne droite, ce qui explique peut-être le joli temps de Bagna. En 1, donc Bagna. En 2, Quartararo, le français. Valentino Rossi. Il est plus tout jeune, mais il est là, il est en 2e ligne, en 3e position. Moi, je dis bravo, sur Yamaha. Zarco, le français, sur Pramac Ducati. Donc, c'est une équipe satellite de l'équipe officielle Ducat. Voilà. Autre grand talent aussi, Johan Zarco, le français, 4e. Je vais regarder ça. C'est à quelle heure ça? C'est à quelle heure ça? 16h, 17h, 19h. 19h, course de MotoGP. Voilà, pour les fans. Moi, je suis ça sur Twitter parce que je crois pas que j'ai pas. On dit Johan? On dit pas Johan Zarco? Ah zut. Ouais. Elle est spécialiste là. On dit Johan Zarco? Je prononce peut-être pas mal, ça fait des années que je prononce mal. Voilà. Comment on dit, les amis, là? On dit. Est-ce que vous me confirmez qu'on dit Johan? Ah bah voilà, merci, bah voilà. Quand je dis que cet échange m'upgrade sur plein de sujets, bah voilà. Voilà, on dit Johan Zarco. Oh, ça fait des années que je dis Johan. Putain, la honte, quoi. Bah, sauf que quand je le dis à la télé, à la radio, personne ne me corrige, quoi. Bon, merci. Donc, Johan Zarco. Rohan? Non, pas Rohan. Eh, le débat, là, le spécialiste. Quelqu'un me dit Rohan. Voilà. Pollueur, me dit quelqu'un qui aime pas la moto. J'ai upgrade. Ah oui, j'ai dit upgrade. Oh là, je suis nul. Je viens de dire upgrade et on me dit non, c'est upgrade. Ouais. Bon, bah voilà. Correction. Encore correction. Rohan en espagnol, oui, mais Johan Zarco, il est français. Il est français. Non, je dis Zarco, me dit quelqu'un comme ça, ils s'embêtent pas. Coucou du Japon, salut. On est tous le nul d'un nul. J'adore. Bon, je vais bosser sur Zarco. Je vais dire Zarco moi aussi, maintenant. Donc, à suivre. Et puis, il y a du foot aujourd'hui. France, Kazakhstan, ou plutôt Kazakhstan, France, puisque ça se joue là-bas. C'est à 15h. Deuxième match de qualification pour le prochain mondial. Et là, il faut gagner, puisqu'il y a eu nul contre l'Ukraine, un partout. On ne peut pas dire que le Kazakhstan soit une équipe... en tout cas au niveau du classement mondial, impressionnante, mais là il faut gagner. Voilà. Bon, c'est à suivre, c'est à 15h, il y a beaucoup de sport aujourd'hui. Ce qui nous amène, pour terminer, on n'est pas loin des 2 heures de stream. Je crois que ma femme, elle aimerait bien que je m'occupe un peu de la famille ce matin, donc je me dépêche, elle a raison. Je vous signale ce super dossier dans Philosophie Magazine, le numéro daté d'avril, donc il vient de sortir. J'espère qu'il est dans les kiosques déjà, sinon ça ne va pas tarder.
Voilà. Ok, vous êtes sur le sport là. Avoir 15 ans, la nouvelle morale des jeunes. Vraiment, c'est vachement intéressant. C'est super bien fait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas feuilleté ce magazine. Et alors, j'ai mis deux, trois petites choses de côté pour vous. Ouais. Voilà, parce que c'est un dossier assez épais, donc je ne vais pas tout vous lire. Mais c'est voilà, quand je dis que la presse écrite nous permet de prendre un peu de recul et de mettre du sens sur les questions de société, là, je trouve que c'est un bel outil avec ce dossier. Avoir 15 ans, la nouvelle morale des jeunes, hop, dans la tête des ados, c'est l'un des articles. Plutôt que de parler à la place des jeunes, nous leur avons donné la parole. Pas mal. Peut-être que je vous mette là. Hop, j'enlève l'équipe. Quels sont leurs idéaux, leurs préoccupations? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les étonne? Alors, par exemple, on a Eulalie, 15 ans à Paris, qui répond à cette question. Quand commence-t-on à être vieux? Ça m'intéresse, moi, comme question. Pour moi, répond Eulalie, 15 ans. C'est assez étonnant de voir ce que répondent des ados comme ça. Je les trouve quand même super mûrs. Pour moi, on commence à être vieux quand on a des enfants. Avoir un enfant, c'est se ranger et donner aux autres la place du plus jeune. C'est donc relatif. On peut être vieux, jeune. J'aimerais avoir des enfants, mais pas trop tôt pour ne pas devenir vieille trop vite. Et puis elle dit plus loin, on peut vieillir sans devenir vieux. Je me suis senti vieillir lors de mes premières sorties, puis quand j'ai été autorisé à rentrer de plus en plus tard, puis quand je n'avais plus à demander l'autorisation. Je me sens vieillir lorsque je rencontre des plus jeunes, en parlant aux petits frères, aux petites sœurs de mes amis, et que je me vois en eux. Plus on vieillit, plus on est libre. Mais aussi, bizarrement, je crois que plus on vieillit, plus la liberté perd de sa saveur. On apprécie davantage le goût d'être libre quand on est jeune parce que c'est exceptionnel. C'est tellement rare qu'on en profite. En fait, on devient véritablement vieux lorsqu'on s'habitue à cette liberté jusqu'à perdre son ouverture d'esprit, qu'on commence à ne plus comprendre la vie qui nous entoure et qu'on ne décide plus de nos vies. Quand on n'a plus la force ou l'envie d'être libre, on devient vraiment vieux quand on perd le désir. Elle a 15 ans, Eulalie. Mais waouh, je vous relis les dernières lignes, quoi. On devient véritablement vieux lorsqu'on s'habitue à cette liberté jusqu'à perdre son ouverture d'esprit, qu'on commence à ne plus comprendre la vie qui nous entoure et qu'on ne décide plus de nos vies. Quand on n'a plus la force ou l'envie d'être libre, on devient vraiment vieux quand on perd le désir. Là, j'ai pas fait exprès de mettre cette musique, mais ça allait bien. 15 ans, Eulalie. Bon, on continue avec un deuxième petit passage, et puis après, on fera un raid. Puis j'irai prendre un café parce que je suis en manque. Qu'est-ce qui vous fait rêver le matin? Non. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? C'est Samuel, 15 ans, de Bois-le-Roi. Bon, Samuel, déjà, forcément, personnalité extraordinaire. 15 ans, Samuel, forcément, 15 ans. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Eh bien, ça aussi, c'est vachement intéressant. Tout d'abord, c'est la contrainte. Pour survivre en société, il faut suivre les règles et servir à quelque chose. Pour un lycéen, ça se résume à aller à l'école. Plus tard, ce sera travailler et payer des impôts. Ah, bon, ok. Mais l'orientation bien sûr du lycéen bientôt, là, c'est un moment de choix important. C'est pour moi la possibilité de me diriger vers un domaine où le poids de la contrainte sera moins fort. Je dirais qu'il y a une part de ta vie que tu donnes aux autres, faire des maths. J'adore. Aller travailler, voilà. Et puis une autre que tu gardes pour toi, au cours de laquelle tu peux vivre tes passions. Celle-là, tu la distribues comme tu veux. Ce qui me fait lever le matin, c'est la part que je donne aux autres. Et pour l'instant, elle est liée à la contrainte. Mais je pense qu'il est possible de mélanger ces deux parts. D'essayer de faire quelque chose qui nous plaît et qui est utile à la société. Mon rêve serait de travailler dans le cinéma. Pour l'instant, je fais des films d'animation car il est possible de tout faire soi-même à partir de rien. Le cinéma, ce serait une manière de répondre à ce que les autres attendent de moi, tout en essayant de faire reculer la contrainte. Samuel, 15 ans. Bah dis donc. Moi, à 15 ans, j'étais en mode 15 ans. Hein. Ça, c'était Samuel à 15 ans. Et puis, il y a un autre Samuel de 15 ans qui dit des trucs. Bravo la jeunesse. C'est bien de tenir là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, merci les amis. C'était un bonheur d'être avec vous ce dimanche matin. J'ai hésité parce que je suis un peu au bout du rouleau en ce moment. Je fais trop de trucs. J'ai trop de trucs dans la tête. Et ça, voilà. Et je suis
parfois je me dis que je suis à la limite du burn-out et en même temps je m'amuse pas mal. Donc voilà. Je vous ai donné rendez-vous quand même ce matin parce que je trouvais qu'il y avait des chouettes trucs dans l'actualité, dans le JDD, dans le Parisien dimanche, dans l'équipe du dimanche, dans la presse régionale en dimanche, dans Philosophie Magazine. Je me suis dit je peux pas garder ça pour moi, je vais le partager. Voilà. Donc merci d'avoir partagé ça avec moi. Merci pour les échanges, merci pour les corrections, merci pour vos arguments qui me font réfléchir, qui me font évoluer. Je vais vous le dire hyper sincèrement, je vous flatte pas. De toute façon, mes subs sont pas ouverts, donc on s'en fout de vous flatter. Mais en 4 mois de stream, j'ai plus fait évoluer ma façon, enfin ma façon de voir le monde, mais certaines réflexions sur le monde dans lequel on est. Voilà, certaines de mes convictions, elles ont plus évolué en 4 mois qu'en des années auparavant. Parce que pour la première fois, je suis dans l'échange tous les jours avec des gens qui pensent pas comme moi. Certains d'entre vous pensent comme moi sur certains trucs et puis d'autres pas. On échange, on n'est pas d'accord, vous me dites des trucs. Et parfois, non, je trouve l'argument pas intéressant. Puis souvent, je me dis, bah ouais, c'est intéressant. Et waouh! Donc, c'est peut-être ça finalement de ne pas trop vieillir, c'est de continuer à être curieux de la pensée des autres. Et voilà, parfois je me trompe, parfois je dis des bêtises, parfois ma pensée elle est toute pourrie. Et certains me le font remarquer. Sur le coup, je me dis, bah non, non, non. Puis après, je me dis, ah si, 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 voilà. Donc, voilà. Et moi, je le dis souvent, j'ai toujours peur des gens convaincus, les gens très très convaincus, les gens qui ont des très fortes convictions. C'est bien d'être convaincu, c'est bien de penser des trucs très forts. Il faut. Mais les gens très très convaincus, persuadés qu'ils ont la vérité, qu'ils ont la vérité. Ça me fait super flipper en fait. On peut avoir des convictions, mais être super super convaincu, parfois c'est un peu, ça peut amener, je pense à des dérives quoi. Donc essayons de comprendre le monde dans lequel on vit, mais gardons l'esprit ouvert, ayons des convictions, mais ces convictions elles peuvent évoluer en fonction des échanges qu'on peut avoir. Moi c'est le cas, voilà, même hier par rapport à un tweet que j'ai fait. Voilà, j'ai exprimé une idée qui voulait dire quelque chose, et puis les gens l'ont comprise différemment, et m'ont fait réfléchir sur autre chose, et je ne m'étais pas rendu compte que dans mon tweet, il y avait une autre lecture que j'avais pas, enfin, qui était là en fait, hein, mais que je n'avais pas vue, parce que moi, je n'étais pas sensibilisé à ces questions. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, j'ai réfléchi. Donc, j'ai pas d'avis trop là, mais je me suis interrogé en tout cas. Voilà, pour ces moments des choses. Pardon pour les 5 minutes de blabla là, mais je voulais vous dire que voilà, c'était super, super intéressant. C'est une des raisons pour lesquelles je suis là le matin, notamment, c'est pour continuer à faire travailler ça. Bon, pour le raid d'aujourd'hui, soyez pas déçus, ça va être très simple en fait. Parce que, sauf erreur, est-ce qu'ils sont toujours en live? Ouais, voilà, ils sont là. Il y a un truc super, parce que Twitch, c'est un magnifique endroit où il y a plein de choses, mais tout le week-end, là, depuis vendredi, je crois, il y a un événement sur Twitch qui s'appelle Cœur de Gamer. En fait, Cœur de Gamer, c'est une chaîne qui se mobilise régulièrement, si j'ai bien compris, pour des choses caritatives. Et là, Cœur de Gamer, ce sont des streamers, des streameuses qui sont engagés, là, en ce moment même, pour le SIDAction, hein, c'est le moment du SIDAction, et il est important de continuer à soutenir la lutte contre le sida, pour la recherche, pour le traitement, pour l'accompagnement des malades, pour la prévention aussi. Hein. C'est une maladie qu'on n'a pas vaincue encore. Donc il y a le SIDAction toujours, et il y a Cœur de Gamer sur Twitch qui soutient le SIDAction. Vous savez quoi? Ils sont 154 là, sur la chaîne Cœur de Gamer. On va faire un petit raid et vous allez être un peu plus de 9000 à les rejoindre. Voilà, je crois que c'est du jeu vidéo là, j'ai l'impression que c'est du Mario Kart là. C'est ça, j'espère que je dis pas de bêtises, je suis pas un gamer quoi. OK. Merci à tous. Bougez pas, dans 30 secondes. On va raider ensemble, restez avec moi et vous allez basculer automatiquement. Vous allez voir, c'est bien ce qu'ils font. Prenez soin de vous, merci pour ce moment. Bon dimanche. On se retrouve a priori demain, je crois, je vous tiens au courant. Puis je vais faire un petit tweet dans la journée pour annoncer mon invité de dimanche prochain. Ouais, je pense que ça va vous faire plaisir. Bougez pas et n'oubliez pas d'être heureux. Profitez de ce dimanche. Ciao, ciao.